Bonsoir. La semaine dernière, on avait vu que la publication du livre Eichmann à Jérusalem avait fait beaucoup de remous et avait valu beaucoup de critiques à Hannah Arendt. On peut même dire que ces critiques, dans certains milieux, sont devenues une véritable campagne de condamnation du livre et même de diffamation par rapport à elle. Il y a même un article du Nouvel Observateur, si je me souviens bien, qui titrait « Hannah Arendt est-elle nazie ?» carrément. Elle a résisté très courageusement et puis avec l'appui de beaucoup d'amis à cette campagne, mais ça lui a inspiré un essai très intéressant qui s'appelle « Vérité et politique », où elle rappelle à quel point la vérité de fait est quelque chose qui doit être préservé. Donc la vérité de fait, c'est la vérité donc, qui porte sur ce qui s'est réellement passé. Donc elle pose la question, disons, qui appartient à la méthodologie de l'histoire, de savoir comment reconstituer les faits, mais aussi la présupposition qu'il existe bien une manière de décrire les choses telles qu'elles se sont passées, qui ne soit pas purement de l'interprétation. Et cette vérité de fait, elle s'oppose à une vérité qu'elle appelle de raison, ou qu'on peut dire une vérité intellectuelle, celle donc que recherche la science ou la philosophie. L'opposé de la vérité de raison ou intellectuelle, c'est l'ignorance ou l'erreur. Mais l'opposé de la vérité de fait, c'est le mensonge. Et dans la campagne de condamnation de son livre, elle a distingué un groupe de personnes qui reconnaissaient que ce qu'elle disait était bien la vérité des faits, mais qu'elle n'aurait pas dû la dire dans un contexte hostile et pour préserver la cause des Juifs. Tout un autre groupe, au contraire, a prétendu que ce qu'elle disait n'était pas des vérités de fait, mais seulement de simples opinions. Et ça, elle trouve que c'est l'attitude la plus dangereuse, parce que ça supprime la distinction entre opinion et vérité. Si on prétend que quelqu'un ne dit qu'une simple opinion, on lui oppose une autre opinion et il n'y a aucun critère pour départager les deux. Donc ça lui paraît extrêmement difficile. Elle dit que c'est évidemment le fait de toute l'habitude de tout pouvoir politique de s'arranger avec les vérités de fait, d'essayer de les déformer, éventuellement de manipuler les archives. Bon, elle connaît tout ça depuis l'étude du système totalitaire, mais elle pense que ça doit être absolument préservé et que la personne qui rappelle des vérités de fait se met plus en danger encore que l'intellectuel qui essaye de défendre des vérités de raison. Donc, ça ne l'empêche pas de continuer à enseigner. Donc, dans les années qui suivent, elle continue à être très bien accueillie dans les universités et par ses étudiants. Et elle enseigne des choses qui deviennent de plus en plus versée dans l'histoire de la philosophie, donc de plus en plus proprement philosophique, même si par ailleurs elle continue aussi à publier des observations politiques, notamment avec le traité qui s'appelle Crise de la République. Et ces cours donc, sur l'histoire de la philosophie lui servent progressivement de préparation pour ce qui sera son dernier grand ouvrage, qui s'appelle La vie de l'esprit. Donc ça fait pendant plusieurs années, elle travaille en même temps à ses cours et en même temps à rassembler ce matériel pour en faire un ouvrage. Mais cet ouvrage, elle n'aura jamais le temps de le terminer, puisqu'elle meurt en 1975, en ayant achevé les 2 premières parties de ce livre qui devait en comprendre 3, et encore en ne les ayant pas tout à fait terminés pour l'édition, mais en tout cas terminés pour servir de base à des cours. Et c'est sa grande amie, Mary McCarthy, qui va se charger de l'édition, en avertissant bien le lecteur qu'elle a dû modifier certains passages, corriger, réarranger, parce que tout n'était pas tout à fait prêt. Et la 3e partie n'a jamais été publiée. Donc les 2 premières parties portent sur 2 facultés tout à fait essentielles et spécifiques à l'être humain, qui sont la pensée et la volonté. La 3e partie devait porter sur le jugement. Alors, après l'édition de La vie de l'esprit, bien plus récemment, on a commencé à publier des cours d'Hannah Arendt qui portaient sur le jugement chez Kant, en supposant qu'elle allait beaucoup s'appuyer sur cet auteur-là pour sa 3e partie. Mais ça ne remplace évidemment pas du tout ce qu'aurait été cette 3e partie. Alors tout de même, on va maintenant, donc aujourd'hui, terminer de manière assez synthétique l'examen des concepts principaux d'Hannah Arendt en passant par ces 3 facultés, l'examen de ces 3 facultés, pensée, volonté et jugement. Alors la pensée d'abord. Qu'est-ce que la pensée pour Hannah Arendt ? Déjà dans la condition de l'homme moderne, elle avait repris la distinction heideggerienne entre pensée et connaissance.
Heidegger avait développé ça dans ses cours de 1951-52, publiés en 1954. Donc, Conditions de l'homme moderne, on est en 1958. Elle s'est déjà bien imprégnée de tout ça parce qu'on est dans les années de rapprochement entre elle et Heidegger. Elle suit de très près sa pensée. Et donc, cette distinction entre pensée et connaissance, on va la lire dans le texte numéro 5, qui est donc extrait de La condition humaine. Il dit ceci. Penser est autre chose que connaître. La cognition poursuit toujours un but défini, que peuvent fixer soit des considérations pratiques, soit une vaine curiosité. Alors, vaine curiosité est dit de manière un peu ironique, parce que c'est ce que peuvent dire ses adversaires. C'est une vaine curiosité si ça ne débouche pas sur des applications, mais évidemment, elle pense que cette curiosité est une bonne chose. Mais dès que ce but est atteint, le processus cognitif s'achève. La pensée, au contraire, n'a ni fin ni but hors de soi. Elle ne produit même pas de résultat. Non seulement la philosophie utilitariste de l'homo faber, ne faut pas oublier le contexte, on est dans le contexte de travail, œuvre et action, et donc le résultat de la pensée, si elle débouche sur une œuvre, tient non pas à la pensée, mais à la fabrication. C'est ça qu'elle veut dire. C'est un résultat de la fabrication et non de la pensée. Donc non seulement la philosophie utilitariste de l'homo faber, mais aussi les gens d'action, les admirateurs des succès scientifiques, ne se lassent jamais de montrer à quel point la pensée est inutile. Aussi inutile en effet que les œuvres d'art qu'elle inspire. Donc on voit une pensée qui peut inspirer non seulement des traités intellectuels, mais aussi des œuvres d'art. Et ces produits inutiles, la pensée ne peut même pas les revendiquer, c'est-à-dire les revendiquer comme ses propres résultats, comme ses propres productions. Car de même que les grands systèmes philosophiques, ils peuvent à peine passer pour les résultats de la pensée pure à proprement parler. Puisque c'est précisément le processus de la pensée que l'artiste ou le philosophe écrivain doivent interrompre et transformer pour la réification matérialisante de leur œuvre. Donc quand on passe à l'écriture de l'œuvre, on ne pense plus. On a arrêté de penser et effectivement, il y a un certain, on a abouti à quelque chose que l'on peut matérialiser, mais la matérialisation elle-même n'est plus de la pensée. Voilà ce qu'elle veut dire. Donc la pensée se distingue de la science, y compris de ce qu'on appelle la recherche fondamentale, puisque la recherche fondamentale a bien un but qui est comprendre un phénomène, répondre à une question, donc augmenter notre savoir sur un certain sujet. Et au contraire, la pensée ne vise pas à comprendre ou à connaître quelque chose. Son but, elle en a quand même bien un, mais son but, c'est elle-même, c'est le processus lui-même, c'est le cheminement lui-même qui est son but. Et si elle est utilisée au service de la connaissance, alors elle est utilisée à une fin étrangère à elle-même, à une fin étrangère qui n'est pas sa propre fin. Sa propre fin, c'est seulement le processus de pensée lui-même. Et ce n'est pas pour autant que ce soit simplement une rêverie ou une divagation qui n'aurait pas de distinction ou de méthode. Il y a bien des distinctions, des méthodes. Ce cheminement a bien une certaine régulation, mais selon sa logique intrinsèque qui n'a rien à voir avec la logique argumentative dont se servent les sciences et la philosophie. Même la philosophie, enfin un certain type de philosophie, celle qui est essentiellement cognitive. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a un recueil d'essais de Heidegger qui s'appelle « Chemin qui ne mène nulle part ». Donc, « Chemin qui ne mène nulle part », c'est la traduction française du titre allemand « Holzwege ». Et Holzwege, ça veut dire des chemins pour le transport du bois. Mais le mot sert aussi d'expression pour dire se fourvoyer, faire fausse route. Et donc Heidegger, évidemment, joue, comme d'habitude, sur les multiples sémantiques d'un mot. Et donc, pour dire ce qu'il veut faire désormais, c'est simplement cheminer sans chercher à arriver quelque part qui soit la bonne destination de la route. Et cet état d'esprit de Heidegger, quand il entreprend désormais la pensée, a commencé dans les années qu'on appelle son tournant. Son tournant, c'est vers les années 34-35, comme par hasard, juste après sa démission du poste de recteur de l'université. Et
il y a très très clairement un rapport entre son dégoût de la situation du monde de cette époque-là et sa recherche désormais d'une pensée qui soit débarrassée absolument de toute volonté de saisir quelque chose, de décrire quelque chose positivement, de vouloir même appréhender et comprendre un phénomène. Sa pensée devient désormais un retrait total. Et elle va se consacrer uniquement, cette pensée, à l'être, à ce qu'il appelle l'être, qui n'est plus exactement l'être de son premier traité, sein und Zeit, qui s'oriente de plus en plus vers quoi ? Eh bien, vers ce qu'il appelle précisément le pensable, qui n'est pas pensable au sens où il serait l'objet de la pensée, mais qui est le pensable au sens où c'est ce qui donne à penser. C'est ce qui donne à penser, ou encore ce qui désire être gardé dans la pensée. Et donc vous voyez qu'il y a une inversion par rapport à ce qu'on a l'habitude de concevoir, il y a une inversion entre le rôle passif et le rôle actif. D'habitude, on dit ce qui est actif, c'est celui qui pense, et ce qui est passif, c'est ce qui est pensé. Mais lui, il inverse les choses. C'est le pensable qui devient actif, et c'est ce qui pense qui devient passif. C'est-à-dire que sa manière de penser devient une pure réception, une pure ouverture à ce qui va se donner à la pensée. Et donc, ce qui donne à penser suscite en nous la pensée, si on veut, exactement de la même manière que ce qu'il y a à sentir se donne à nos sensations. Pour qu'on puisse sentir, il faut qu'il y ait du sensible qui se manifeste à nous, on est confronté à lui, et donc on est obligé de le recevoir. Eh bien, pour la pensée, c'est pareil, si ce n'est qu'on peut, et on a justement malheureusement pris l'habitude de se couper totalement à cette réception. Et se couper de quelle manière ? Eh bien, parce qu'on est entièrement pris dans un rapport avec le monde qui est ou bien utilitaire, ou bien cognitif au sens de la science, justement. Et il donne comme exemple notre manière de voir un arbre en fleurs. Il dit de quel droit la science pense-t-elle que la vérité de cet arbre en fleurs, c'est un vide avec des décharges électriques. De quel droit ce serait ça la vérité de cet arbre en fleurs, plutôt que ce que lui peut laisser advenir en lui comme être de cet arbre en fleurs, comme étant l'être de cet arbre en fleurs. Donc ça se traduit, alors concrètement dans l'œuvre de Heidegger, ça se traduit comment ce qui n'est plus une recherche, mais simplement une réception, ça se traduit par lire des textes philosophiques et poétiques de manière à trouver le non-dit de ce qui est dit, de manière à faire sortir le non-dit de ce qui est dit, mais quel est ce non-dit, sur quels critères? On se dit, on peut trouver des tas de non-dits dans un texte, ce ne sera pas le même pour tous les individus qui le lisent, donc comment trouver ce non-dit? Et en fait, Heidegger écrit dans une lettre à Arendt qu'avec ses étudiants, il essaye simplement d'attirer leur attention, non pas sur des objets spéciaux, particuliers, qui seraient les objets propres de la pensée, il dit qu'il n'y en a pas, mais d'attirer leur attention sur les choses les plus simples, et d'essayer de penser, non pas sur ces choses, mais simplement de penser à ces choses, simplement d'évoquer quelque chose à propos de ces choses. Et donc il dit qu'il veut leur apprendre à voir comment penser touche déjà ce qu'il y a de plus essentiel en se tenant au plus inapparent. Donc, sentir dans une chose simple, banale même, ce qui se donne à penser dans ce qui est le plus inapparent, mais ce qui est essentiel. La pensée saisit quand même quelque chose d'essentiel, mais plus au sens de l'essentiel scientifique. Et Hannah Arendt reprend aussi cette idée que la pensée n'a pas affaire au phénomène, donc aux choses du monde sensible, mais à l'invisible, ou à l'inapparent, ou à ce qui n'est pas phénomène. Alors ça reste pour moi un peu mystérieux parce que il ne me semble pas que Hannah Arendt postule un monde extérieur au monde matériel, je veux dire un autre monde que ce monde matériel qui est phénoménal. Et comme elle ne parle pas non plus de ce que révèle la science, c'est-à-dire ce qu'on peut dire être vraiment l'intérieur invisible des choses, ou l'explication du fonctionnement intrinsèque d'une chose,
comme elle ne parle pas de ça non plus, puisque ça c'est le domaine de la science, on ne voit pas, enfin en tout cas moi personnellement, je ne vois pas très bien où se trouve justement cet objet de la pensée qui n'est pas le phénomène et qui n'est pas non plus le fonctionnement caché de la chose. Bon, je suppose que ce n'est pas un autre monde. Bon, en tout cas, par rapport à l'héritage de Heidegger, on va voir comment elle se situe. Donc d'abord, elle est très liée à cet héritage. C'est pour ça que j'ai pris quand même le temps d'expliquer ce que c'est pensée pour Heidegger, parce qu'elle s'inscrit vraiment dans cette lignée. Mais on va lire le texte 6, qui montre donc à quel point elle s'inscrit dans cet héritage, mais aussi qui va montrer finalement où elle s'en distingue. Ce texte, c'est de nouveau un extrait du discours qu'elle a prononcé à l'occasion des 80 ans de Heidegger, donc en 1969. L'étonnement qui est le commencement de la philosophie, tout comme la surprise est le début des sciences. Et là, vous voyez déjà, par rapport à l'origine de cette phrase dans la métaphysique d'Aristote, vous voyez déjà une sorte de dédoublement qui n'existait pas au départ, puisque pour Aristote, philosophie et science, dans ce texte, sont exactement la même chose. L'étonnement provoque la conscience de son ignorance et donc le désir de répondre à l'ignorance par la connaissance. Donc chez Aristote, il n'y a pas de distinction entre pensée et connaissance, entre étonnement et ce qui serait une surprise. Donc, mais c'est important pour elle donc, de distinguer philosophie et science. L'étonnement, donc, qui est le commencement de la philosophie, vaut pour le quotidien, l'évident, le parfaitement connu et reconnu. Donc il n'y a pas d'objet précis. N'importe quoi peut susciter l'étonnement philosophique et donc susciter la pensée. Telle est aussi la raison pour laquelle il ne peut être réduit par aucune connaissance. C'est pour ça aussi qu'il ne peut pas être terminé. Il n'y a pas une connaissance qui peut venir mettre fin à cet étonnement, puisque ça n'a pas d'objet précis et il n'y a pas une vérité précise à atteindre dans cet objet. Il arrive aussi à Heidegger de parler, tout à fait au sens de Platon, du pouvoir de s'étonner devant le simple. Mais il ajoute, à la différence de Platon, et d'accepter cet étonnement comme séjour. Donc de s'y installer, d'habiter dans cet étonnement et de ne pas chercher à en sortir, justement. C'est là la grande différence. On ne cherche plus à en sortir. On s'installe là-dedans et on pense à l'intérieur de cet étonnement. Cet ajout me paraît décisif pour une réflexion sur celui qu'est Martin Heidegger. Il est permis d'espérer que beaucoup d'êtres humains, peut-être, connaissent la pensée et la solitude qui l'accompagne. Essentielle pour Arendt, l'idée que la pensée, elle a lieu dans la solitude. La pensée, dit-elle, c'est un dialogue avec soi-même, un dialogue intérieur. La pensée ne se fait pas à plusieurs, contrairement à Platon d'ailleurs, parce que pour Platon, le dialogue réel, le dialogue effectif, c'est-à-dire entre deux personnes au minimum, était indispensable pour avancer en philosophie. Ici, elle en fait tout autre chose. La pensée, elle se fait en solitaire. Ils se laissent engager dans la pensée, ils savent qu'ils sont arrachés au séjour qui leur est imparti dans le continuum des affaires et des activités où s'accomplissent les préoccupations humaines, et qu'ils y retourneront après un bref répit. Donc, tous les humains qui sont capables de penser se retirent de temps en temps du continuum des préoccupations humaines, mais ils savent que c'est pour un court moment, un court répit, et puis qu'ils vont devoir retourner à ce continuum. Personne n'y séjourne vraiment constamment. Le séjour dont parle Heidegger se trouve donc, métaphoriquement parlant, à l'écart des demeures des hommes. On file la métaphore, séjour, habiter, demeure. Bon, ça c'est très heideggerien. Dans son essentielle séparation d'avec le monde, le pensée a toujours affaire seulement à l'absent, à des questions ou à des choses qui sont dérobées à la perception immédiate. Donc, on retrouve l'idée que la pensée n'a pas affaire au phénomène, c'est dérobé à notre perception. Mais enfin, il ne suffit pas de dire que c'est absent. Je veux dire, l'imagination aussi peut se représenter des choses absentes. C'est très facile de se représenter une chose absente, mais elle est néanmoins aussi, cette chose, un objet de perception, ou bien quelque chose de reconstitué à partir de la perception. Donc, comment est-ce qu'on peut échapper totalement au monde des phénomènes, c'est-à-dire perceptible? Le mystère demeure. Dans la perspective du séjour du pensée, règne en fait autour de ce séjour, donc quand on se place dans la perspective du pensée, quand on est dans ce séjour-là, le séjour de la pensée, solitaire, retiré du monde, à ce moment-là, ce qui règne autour de ce séjour, autour de ce retrait dans la pensée, dans l'ordre habituel du quotidien,
et des affaires humaines, il y règne le retrait ou l'oubli de l'être. Donc ce qu'on voit quand on commence à penser, c'est que ce qui caractérise les affaires humaines ou la quotidienneté, la préoccupation habituelle, c'est le retrait ou l'oubli de l'être. Bon, concept central évidemment chez Heidegger, hein, c'est toute la métaphysique en fait, toute la philosophie en tant qu'elle a été métaphysique jusqu'à Heidegger, hein, pour lui, a toujours essayé donc de saisir des objets, donc d'avoir une attitude cognitive, et par là même elle s'est privée de penser, et par là même en fait elle n'a pas été attentive à ce qu'était vraiment l'être, parce que n'ayant pas cette ouverture passive, elle est passée à côté. L'être donc s'est dérobé, s'est retiré à elle et elle l'a manqué. Le retrait de ce avec quoi le pensée a affaire, lui qui, selon sa nature, retient ce qui s'absente. Et là, on reconnaît l'inspiration parménidienne, hein, pour ceux qui se souviennent un peu de certains fragments de Parménide. Parménide disait, il y a un fragment très important qui dit « Regarde comme les choses absentes sont fermement présentes par la pensée ». C'est l'inspiration de Heidegger vient énormément de Parménide, c'est très important. Surmonter ce retrait, cela se paie toujours d'un retrait du monde des affaires humaines. Donc surmonter le retrait de l'être, hein, essayer de le sentir se manifester, hein, essayer qu'il se retire un peu moins, essayer de le garder donc d'une certaine manière, ça nécessite un retrait du monde des affaires humaines, même si le pensée médite justement ces affaires-là en sa calme retraite. Et je pense qu'on peut, bon c'est pas le sujet du jour, mais je pense qu'on peut vraiment interpréter le retrait total de Heidegger par rapport à toute la vie publique à partir de 1934 comme totalement cohérent avec cette nouvelle conception de la pensée. Hein, il s'est dédié totalement à une pensée qui n'était pas simplement justement la cognition, qui n'était pas simplement une philosophie, disons, habituelle, mais qui était vraiment un refus d'encore considérer quoi que ce soit du monde, si ce n'est de cette manière d'ouverture à ce qui est l'être de certaines choses. Donc en fait, il y a vraiment un retournement chez lui qui, à mon avis, dépend vraiment énormément de ce traumatisme, enfin, je veux dire qu'il a vécu en se trompant à ce point sur la situation du monde extérieur. Alors, il y a cependant donc, des différences importantes entre la conception d'Arendt et celle de Heidegger sur la pensée, puisque pour Heidegger, il n'y a pas de pensée qui ne soit pensée de l'être. Toute pensée est pensée de l'être. Et donc elle peut se révéler, elle peut se manifester à propos de n'importe quel objet commun, mais il n'empêche que ce sera toujours à l'être qu'on va s'ouvrir dans la considération de cette chose quelconque. Pour Hannah Arendt, si vous regardez la dernière phrase du passage, elle dit qu'il y a un pensée des affaires humaines, justement. Il y a un pensée des affaires humaines. Ça, Heidegger ne le dit pas, ne le voudrait pas, d'ailleurs. Et Hannah Arendt continue jusqu'à la fin à estimer que la pensée peut avoir une utilité morale et politique, donc une utilité dans ce qui concerne les affaires humaines. Et même si ce n'est pas donc son but, hein, même si ce n'est pas son but et que c'est une sorte d'instrumentalisation de la pensée pour un autre but, elle estime cependant que ça vaut vraiment la peine de le garder. Hein, ça lui paraît important. La pensée est quelque chose qu'elle veut maintenir aussi pour sa recherche qui ne la quitte pas sur comment résister hein, dans un état criminel, comment résister à participer à la criminalité. Et donc, en fait, elle le trouve dans l'articulation entre, donc, d'une part, cette essence de la pensée qui est le dialogue avec soi-même, donc qui implique un dédoublement avec soi-même, et qu'elle articule avec quelque chose qu'elle va chercher chez Socrate, ou plus exactement chez Platon, mais bon, on suppose que c'est un élément socratique, c'est dans le Gorgias de Platon, que Socrate dit que en fait, le meilleur argument pour inciter quelqu'un à agir bien et non mal, c'est que s'il devient quelqu'un de mauvais, il va devoir subir sa propre compagnie hein, tout le long de sa vie, c'est-à-dire la compagnie d'un être mauvais. Il va devoir vivre
toute sa vie avec un être mauvais. Et donc, il y aura donc dans ce dédoublement un désaccord, une disharmonie, une opposition même, et il dit qu'il est pire d'être en désaccord avec soi-même qu'avec n'importe qui d'autre, puisque, évidemment, on est plus proche de personne que de soi-même. Donc cette idée de dédoublement qu'opère la pensée, quand on pense, on dialogue avec soi-même, donc on a au moins deux voies. Ces deux voies permettent de prendre de la distance, puisque l'une interroge l'autre, lui réplique. Ça permet de prendre une distance d'avec soi-même, d'avec ce qui est sa spontanéité, disons ce qui nous est le plus habituel. Ça permet de prendre un retrait, d'avoir un retrait par rapport à l'habituel. Donc ça nous donne aussi une possibilité de nous distancer par rapport à ce qui nous a formés de plus extérieur, ce qui nous vient le plus du monde social. Et donc de prendre une distance par rapport aux idées dominantes, aux représentations, aux valeurs dominantes. Donc là, ce dédoublement est très important. Si en plus on lui ajoute l'idée que, en faisant quelque chose de mal, on va être dans un désaccord avec nous-mêmes et on va en souffrir, alors on aurait là quelque chose qui nous inciterait à nous détacher non seulement en général de ce qui nous vient de l'extérieur, mais surtout à nous détacher de ce qui nous vient de mauvais, d'incitation à faire quelque chose de mauvais. Cependant, ces précautions ne suffisent pas du tout, puisque Arendt est bien consciente qu'il y a des criminels qui n'ont absolument aucun désaccord avec eux-mêmes, aucun scrupule, aucun remords. Elle en a vu à Nuremberg et puis depuis, et qui, par conséquent, n'ont pas cette conscience qui les tourmente. Donc, cette deuxième voie en eux-mêmes qui tourmente la première spontanéité. Donc, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et par conséquent, il ne faut pas demander davantage à la pensée. Ce n'est qu'un ingrédient, ce n'est qu'un des éléments qui nous permet d'aller vers cette construction, disons, d'une personnalité capable de résister au mal. Alors, le deuxième ingrédient, ça va être la volonté, justement. Une deuxième partie de la vie de l'esprit. La volonté, la conception d'Hannah Arendt dépend aussi, pour son point de départ en tout cas, de ce qu'a développé Martin Heidegger, et il l'a développé notamment dans Qu'appelle-t-on penser ? Qu'appelle-t-on penser qui, dans lequel il estime que la philosophie moderne a considéré en général, en majorité, que l'être de l'étant en sa totalité, donc si la philosophie cherche l'être de l'étant en sa totalité, ou la vérité, si vous voulez, du tout, elle a toujours rabattu la philosophie moderne, donc cet être de l'étant, sur la volonté. Elle a toujours considéré que c'était la volonté. Alors, c'est vrai, par exemple, si vous pensez à Schopenhauer. Schopenhauer écrit « Le monde comme volonté et représentation ». Et effectivement, Schopenhauer pense que ce qui caractérise le plus l'ensemble des choses qui existent, c'est la volonté. Et il le prend en mauvaise part. Il pense qu'il faut s'en délivrer. Mais tous les autres auteurs que cite Heidegger comme censés ayant pensé la même chose, c'est évidemment très, très, très exagéré. Ça lui demande vraiment de déformer énormément leur pensée que de leur attribuer cette même conception. Et par exemple, Heidegger va chercher chez Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, l'idée que le fait de chercher l'être, donc la quête philosophique, de chercher l'être, ça serait équivalent à se venger de lui. Alors il trouve ça par un glissement sémantique, par un jeu justement sur la sémantique du verbe, pourchasser, qui serait de la même racine que vouloir se venger d'eux. Et que, en fait, de quoi est-ce que la volonté veut se venger ? C'est du passé. Parce que le passé ne peut plus être changé, donc il n'y a plus que du ressentiment vis-à-vis du passé qu'on ne peut plus changer, et par conséquent, donc, toute quête de l'être veut se venger de ce qui est passé, et donc de ce qui est définitivement et hors d'atteinte de notre volonté. Donc en liant ainsi volonté à ressentiment, vengeance, il dévalorise extrêmement la volonté. Et il pense que c'est pour ça que Nietzsche a introduit la notion d'éternel retour, pour contrer cette recherche du type de la vengeance,
Au contraire, il lui aurait opposé l'acquiescement, l'acquiescement total justement à ce qui est passé et à ce qui va venir. Et effectivement, c'est l'acquiescement, Nietzsche le défend, notamment grâce à l'idée d'éternel retour. Il faut pouvoir dire donc, que chaque instant que l'on vit, on veut qu'il puisse se reproduire une infinité de fois, et avec lui, l'ensemble du passé qui a mené à cet instant et l'ensemble des conséquences qui vont advenir par après. Donc effectivement, c'est bien ça, la conception de l'éternel retour. Mais ce qui évidemment est complètement interprétation de la part de Heidegger, c'est de considérer que c'est introduit pour répondre à une conception de la recherche de l'être qui serait vengeance. Enfin, toujours est-il que tout ça montre à quel point Heidegger a une conception péjorative du vouloir. Il a vraiment une conception péjorative du vouloir et il lui oppose totalement la pensée. Il dit que le vouloir est destructeur de la pensée et que la pensée, elle sera par conséquent totalement acquiescement et refus de vouloir. Elle est le non-vouloir par excellence. Donc la pensée, c'est le moyen de ne pas vouloir. C'est un moyen de ne pas vouloir. Donc on va s'installer dans la plus grande passivité, dans l'absence totale de volonté par rapport aux choses, dans leur acceptation totale. Et on peut dire que effectivement, ça correspond de nouveau à ce qu'il a fait à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il s'était complètement fourvoyé dans son vouloir intervenir dans le monde. Donc il ne veut plus intervenir du tout et il théorise la pensée comme cette non-intervention. On peut voir cette attitude de Heidegger, on la découvre dans la suite du texte de son discours d'hommage. Or, nous savons tous que Heidegger aussi a cédé une fois à la tentation de changer son séjour et de s'impliquer, comme on disait alors, dans le monde des affaires humaines. Et en ce qui concerne le monde, cela a tourné pour Heidegger un peu plus mal encore que pour Platon, parce que le tyran et ses victimes ne se trouvaient pas outre-mer, mais dans son propre pays. Ce qui s'ensuivit pour lui fut la découverte de la volonté comme volonté de volonté sous les espèces de la volonté de puissance. Donc il y a une réduction ici, de la part de Heidegger, à la volonté comme vouloir se consacrer entièrement à la volonté, donc vouloir éliminer tous les obstacles à la volonté, et que cette volonté soit une volonté de puissance au sens non pas nietzschéen du terme, mais au sens tout à fait banal de volonté de domination, volonté de domination, de contrôle. Donc pour Heidegger a vraiment déplacé le sens de volonté uniquement vers cette signification-là. Sur le vouloir, poursuit Hannah Arendt, on a beaucoup écrit dans les temps modernes et surtout à l'époque contemporaine. Mais sur son essence, malgré Kant, malgré Nietzsche, on n'a pas beaucoup médité. Donc sur qu'est-ce que c'est au juste que le vouloir ? Elle déplore que ça a été vraiment trop peu pensé. En tout cas, personne n'a vu avant Heidegger combien cette essence est contraire à la pensée et exerce sur elle une action destructrice. Aux pensées appartient l'acquiescement, et dans l'horizon du vouloir, l'homme qui pense doit dire d'une manière qui n'est paradoxale qu'en apparence « je veux le non-vouloir ». Car ce n'est qu'en traversant celui-ci, ce n'est que si nous nous déshabituons du vouloir, que nous pouvons nous laisser ouvrir à l'essence recherchée du penser qui n'est pas un vouloir. Donc, de cette conception, Hannah Arendt retient que la volonté est l'opposé de la pensée, qu'elle est destructrice de la pensée, et que ce sont des facultés qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre, que quand on a l'une, on n'a pas l'autre. Mais elle va tout de même essayer de retenir du côté de la volonté quelque chose de beaucoup plus positif. Elle veut quand même retenir un effet, un rôle absolument irremplaçable du vouloir en tant qu'il est condition de la liberté. En tant qu'une action voulue, c'est une action libre. Elle a besoin de la volonté libre, Arendt, parce qu'elle a besoin de défendre la liberté humaine, ce qui n'est pas le cas de Heidegger, ou du moins il ne s'en occupe pas. Et c'est pourquoi, dans La vie de l'esprit, Arendt reprend tout le fil de l'histoire de la philosophie en se focalisant sur la question de la liberté et du déterminisme. Et elle montre en particulier la pauvreté des arguments des philosophies déterministes et l'insuffisance des conceptions de la volonté qui pourraient défendre la liberté, qui pourraient s'opposer au déterminisme. Elle le montre d'abord dans la philosophie moderne, mais très rapidement, et à mon avis très insuffisamment. Oui, je dois faire une petite parenthèse en vous avertissant que
Hannah Arendt n'est pas une très bonne historienne de la philosophie. Elle ne lit pas assez les textes, elle ne se réfère pas directement aux textes, elle se réfère souvent à des ouvrages de seconde main. On voit que ça ne l'intéresse pas d'entrer vraiment dans une pensée et de vraiment la comprendre de l'intérieur. Donc souvent, ce qu'elle dit est très inadéquat. Bon, moi j'essaie de retenir le plus intéressant, c'est-à-dire ce qu'elle utilise pour faire sa propre conception. Mais bon, je passe énormément de choses qui sont assez choquantes même, parfois, dans ces affirmations sur d'autres philosophes. Donc elle commence par dire que les philosophes modernes, parmi les philosophes modernes, ceux qui ont été déterministes, en fait, disaient simplement que la liberté est une illusion que nous avons parce que nous ignorons les éléments qui, en réalité, nous déterminent. Étant donné que nous ne pouvons pas connaître l'ensemble des éléments qui nous déterminent, nous nous croyons libres, nous croyons agir tout à fait volontairement. Donc effectivement, c'est un argument tout à fait banal, et elle l'attribue à Hobbes, à Spinoza, et même à Nietzsche. Et elle leur oppose simplement le conseil de Descartes de se fier davantage à l'évidence de l'expérience intérieure. Donc nous avons une évidence dans notre expérience intérieure. Notre expérience, c'est que oui, il y a des moments où nous voulons quelque chose et nous l'accomplissons parce que nous le voulons. Il y a des moments où nous sentons que nous avons à choisir, que nous choisissons et que personne ne nous influence, que nous passons au-dessus de désirs spontanés et immédiats et que vraiment nous faisons un acte d'effort et de volonté vers quelque chose. Donc cette expérience intérieure, Descartes dit que nous pouvons nous fier à son évidence bien davantage que nous fier à toutes ces choses que nous ne connaissons pas, justement par définition. Quand on dit tous les éléments qui nous détermineraient, on ne les connaît pas, alors si on ne les connaît pas, pourquoi les supposer ? Pourquoi supposer que c'est ça qui agit, puisque précisément ça, on ne le connaît d'aucune façon, alors que l'opposé, on le connaît intimement par notre expérience. Donc elle reprend simplement ce conseil de Descartes. Alors, donc ça c'est tout pour l'époque moderne. Elle ne va pas beaucoup plus loin, par exemple. Elle ne fait aucune allusion aux philosophes français du XVIIIe siècle, dont on a vu qu'ils étaient très déterministes et qu'ils apportaient beaucoup d'eau au moulin, beaucoup d'autres arguments à la cause du déterminisme. Alors elle ne remonte pas non plus aux philosophes grecs, parce qu'elle pense qu'ils n'ont jamais étudié la question de la volonté libre en tant que telle. Je pense que c'est très faux. Je pense qu'on a vu en étudiant Aristote notamment qu'il y a tout un développement chez Aristote de la volonté, donc cette faculté qui s'appelle la boulesis, qui est bien distincte des autres désirs, et aussi du fait que nous choisissons non pas seulement, comme dit Arendt, les moyens en vue de la fin, dans la délibération pratique. On ne choisit pas seulement les moyens en vue de la fin, mais chez Aristote, il est bien clair qu'on choisit aussi les fins. Comment ? Eh bien, parce que ces fins sont, donc les buts qu'on se donne dans l'action, ces fins sont déterminées par les vertus, par les qualités du caractère qu'on a acquises. Et comment est-ce qu'on les a acquises, ces qualités ? Bon, premièrement, d'abord, chronologiquement, d'abord par l'éducation, les habitudes qui sont données par l'éducation, mais ensuite par notre réflexion sur cette éducation et ces habitudes, et par le choix de ce que nous voulons être, du type de personne que nous voulons être. Il y a chez Aristote très clairement une capacité de se forger son propre caractère qui est totalement libre et qui donc rejoint ce qu'on appelle la volonté libre. Donc je pense qu'elle se trompe et c'est dommage qu'elle ne se soit pas penchée là-dessus, ça lui aurait quand même apporté certains arguments, dans son sens même en plus. D'ailleurs, Heidegger lui écrit dans une lettre qu'elle devrait aller lire le De Anima d'Aristote, mais elle ne le fait pas. Donc elle commence, elle pense que la première apparition de la volonté, c'est dans le stoïcisme romain, et en particulier chez Épictète, qui développe effectivement, qui met au centre de sa philosophie la volonté, au sens de la maîtrise de soi, maîtrise totale de ses émotions, de ses opinions, de ses représentations, et qui en fait donc quelque chose de strictement intérieur, une action intérieure, une action sur soi-même, et non pas une action dirigée vers l'extérieur, non pas un pouvoir d'accomplir quelque chose vers l'extérieur, d'accomplir quelque chose sur le monde. Bon, on a déjà vu plusieurs fois que ça correspondait effectivement à une période où on ne peut pas agir sur le monde, donc on agit sur soi-même. Et comme on ne peut pas éviter
la souffrance, surtout pour un esclave, comme était Épictète, comme on ne peut pas éviter la souffrance, on change l'interprétation de sa souffrance. Donc c'était à ça que servait la volonté. Et c'était là que se trouvait la liberté pour les stoïciens. Alors Arendt pense que c'est en raison de cette intériorisation donc de la volonté et de la liberté qu'il y a eu l'apparition pour la première fois de la signification philosophique de la liberté. Jusque-là, pense-t-elle, la liberté avait seulement sa signification politique, c'est-à-dire, est-ce qu'on est contraint par un régime politique ou pas, est-ce qu'on est plus ou moins contraint, donc la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut indépendamment donc, d'une coercition extérieure, ou bien la liberté, ce qu'elle défend encore plus de manière plus importante, c'est la liberté d'agir, donc la liberté comme un pouvoir de réaliser quelque chose dans la sphère politique. On a vu que c'était ça, sa notion de l'action. L'action, c'est la possibilité, la capacité d'agir dans la sphère publique, et donc c'est là seulement que se manifeste la liberté. Donc elle pense que jusque-là, c'était ça la seule conception de la liberté qu'on avait, et que comme les stoïciens ne pouvaient plus exercer cette liberté à l'extérieur, ils l'ont intériorisée, et de là est née la question de savoir si notre volonté est vraiment libre. La difficulté, en fait, de l'objection du déterminisme. Bon, comme je l'ai dit, je ne pense pas que historiquement ça se soit passé comme ça, mais peu importe. Finalement, l'auteur qui l'intéresse le plus, et qui, pour elle, est le tout premier philosophe de la volonté, c'est saint Augustin, auquel elle a consacré sa thèse de doctorat, donc elle connaît plutôt bien. Et la question de la volonté chez saint Augustin, elle apparaît d'abord dans une question strictement théologique et strictement chrétienne, qui est la question de l'origine du mal. Donc, il s'agit de savoir d'où vient le mal, puisque Dieu est totalement bon. Saint Augustin prend beaucoup de précautions pour ne pas tomber dans le manichéisme, qui était l'hérésie principale à l'époque, la principale tentation hérétique de l'époque, manichéisme qui considère qu'il y a deux principes qui influencent toutes les forces de l'univers, un principe de bien et un principe de mal. Mais ça, c'est totalement anti-chrétien, puisque pour les chrétiens, il y a un seul principe, Dieu est le seul principe de tout l'univers, et il ne peut pas être principe de mal. Donc il n'y a qu'un principe de bien. Alors d'où vient le mal ? Et la réponse chrétienne, on la connaît, c'est que c'est l'homme qui est l'auteur du mal, parce que Dieu lui a donné le libre arbitre, et que donc cette libre volonté peut lui servir à choisir entre le bien et le mal, et donc il peut choisir le mal. Donc c'est lui qui crée le mal par sa liberté. Alors évidemment, reste la question de savoir, est-ce que Dieu n'aurait pas mieux fait de ne pas donner à l'homme le libre arbitre, comme ça il n'aurait pas créé le mal, Pourquoi finalement l'a-t-il fait si... Mais Dieu voulait créer l'homme à son image, et il voulait donc le créer libre, comme lui-même est libre. Je ne suis pas sûre que les chrétiens se soient jamais entièrement tirés de la question. Il y a eu, elle a été 1000 fois reprise durant toute la philosophie chrétienne. Alors, saint Augustin, il donne aussi deux arguments en faveur de l'existence de la liberté. Alors tout ça se trouve d'abord dans son traité qui s'appelle du libre arbitre, qu'on appelle du libre arbitre, mais c'est intéressant de voir la formule complète en latin, c'est De libero arbitrio voluntatis. Donc en fait, c'est du libre jugement de la volonté ou du libre choix de la volonté. Donc en fait, libre arbitre ne veut pas directement dire volonté. C'est libre arbitre, ça veut dire simplement libre choix ou libre jugement, libre décision, comme un arbitrage, libre décision de la volonté. Alors, il donne donc là deux arguments, deux indices en faveur du fait que ça existe bien, libre comme libre. Le premier, dit-il, c'est qu'il n'y aurait pas de loi s'il n'y avait pas de volonté. De loi avec un grand L, c'est-à-dire de loi divine. Or, c'est un dogme évidemment indiscutable, irréfutable, qu'il y a une loi divine. Dieu a donné la loi aux hommes. Il ne l'aurait pas fait si les hommes n'avaient pas de volonté, puisque sans volonté, on ne peut pas choisir entre respecter la loi et ne pas la respecter. Sans volonté, qu'est-ce qu'on serait ? Sans volonté libre, on serait simplement des mécaniques. Donc, on irait spontanément là où Dieu veut qu'on aille, et par conséquent, il n'y aurait pas besoin de la loi. S'il y a une loi, c'est qu'il y a une tendance à ne pas faire ce que dit la loi.
et donc à pouvoir choisir de la respecter ou pas. Donc ça, c'est son premier argument. Et le deuxième argument, c'est que la pensée et le désir, à eux seuls, sont insuffisants pour expliquer toutes nos actions. Pourquoi ? Parce que la pensée, elle n'est pas motrice. Ça, c'est quelque chose qui remonte déjà à Aristote, cette idée. Une simple pensée ne nous fait pas agir. Hein, pour qu'on agisse en fonction d'une pensée, il faut qu'il y ait un autre moteur qu'Aristote appelait le désir, mais d'une manière très générale, avec le mot orexis, qui alors se subdivisait en différents types de désirs, y compris la volonté, qui était un type de désir. Donc, Augustin connaît très bien la philosophie grecque, hein, il reprend tout ça, et il dit donc la pensée, par elle-même n'est pas motrice, il faut qu'il y ait quelque chose comme un désir pour qu'on aille. Mais les désirs, dit-il, alors là il les prend en un sens bien précis, les désirs, nous ne pouvons pas nous-mêmes les susciter. Nos désirs, ils nous viennent spontanément. C'est par exemple le désir de manger parce qu'on a faim, hein, le désir de quelque chose qui se présente parce que justement ça se présente. Ce n'est pas nous qui l'invoquons quand nous le voulons. Or, justement, la volonté, bien, la volonté, on peut l'invoquer, c'est nous qui décidons de l'invoquer. Donc il y a comme une volonté de volonté. Hein, il y a une volonté de vouloir. On invoque la volonté. On dit ici, il va me falloir de la volonté pour résister. Hein, donc on invoque sa volonté. Donc c'est différent d'un désir. C'est intéressant, hein, comme, je veux dire, comme disons, subtilisation, en fait, comme transformation un peu plus subtile de la question du désir. Mais là où la manière dont Arendt utilise surtout Saint-Augustin, c'est par l'intermédiaire d'une phrase qu'elle cite à plusieurs reprises, qui dit ceci, pour qu'il y ait un commencement, un homme a été créé alors qu'aucun n'existait auparavant. Et cette phrase, elle apparaît dans un contexte bien précis, qui est de savoir pourquoi, comment expliquer que Dieu a créé l'homme à un certain moment, alors que Dieu est éternel. S'il est éternel, pourquoi il l'a créé à ce moment-là ? Et ça, c'est une très vieille objection. C'est une objection qu'on retrouve depuis les présocratiques pour justement nier qu'il y ait quoi que ce soit qui soit créé à un certain moment dans un temps éternel. Si le temps est éternel, rien n'est créé à un certain moment. Il faut aussi que tout ait toujours existé avec le temps. Donc, pour répondre à cette vieille objection antique, Augustin donc, se pose la question: comment expliquer que Dieu, à un certain moment, a créé ? Comment expliquer un commencement, alors même qu'il était éternel ? Pourquoi pas plus tôt, alors, dans son éternité ? Et il se demande aussi, alors là, il répond manifestement à une objection plus contemporaine, il se demande aussi si toutes les âmes humaines qui survivent après la mort des humains vont s'accumuler et devenir un nombre innombrable, un nombre peut-être infini, hein, puisqu'on ne sait pas si l'humanité va s'arrêter un jour, donc peut-être qu'il va s'accumuler une quantité d'âmes, pour ainsi dire, infinie. Est-ce qu'on ne doit pas supposer, si elles sont infinies dans ce sens-là, qu'elles sont aussi infinies dans l'autre sens ? C'est-à-dire, hein, donc c'est un jeu sur l'infini. Hein, s'il y a infini dans un sens, il doit aussi y avoir infini dans l'autre sens. Bon, cette objection-là, il la balaye, hein, en disant que l'humanité soit infinie ou pas, hein, qu'on atteigne un nombre infini d'âmes ou pas, dans les deux cas, ça n'implique absolument pas qu'elles aient dû être aussi infinies dans le passé. Bon. Alors, comment est-ce qu'il introduit sa petite phrase ? Pour qu'il y ait un commencement, un homme a été créé alors qu'il n'en existait aucun avant. Mais précisément, Augustin utilise le fait que Dieu a une volonté totalement libre. Donc, il était du total arbitraire de Dieu, de son pouvoir totalement arbitraire, de décider, quand il a voulu créer l'homme, et même d'ailleurs le raisonnement pourrait valoir aussi pour l'univers, hein, quand il a voulu créer, justement ça prouve sa totale libre volonté. À un moment il a voulu ça, et avant il ne le voulait pas, et puis c'est tout. Donc il a créé un homme alors qu'il n'en existait aucun. Bon, donc, dans tout ça, en fait, de tout ça, Arendt tire quoi ? Elle tire l'idée que la liberté est liée au commencement, comme on avait déjà vu à propos de l'action. La liberté, elle consiste à pouvoir commencer quelque chose qui ne soit absolument pas déterminé, ça c'est pas Augustin qui le dit, hein, c'est Arendt, qui ne soit absolument pas déterminé par ce qu'il y avait avant. Et
Mais il faut bien remarquer que le contexte de la citation d'Augustin ne dit pas ça. Le contexte de la citation dit que Dieu a ce pouvoir. Dieu a le pouvoir de créer quelque chose qui n'existait absolument pas avant. C'est vrai pour l'univers, c'est vrai pour l'homme. Mais rien ne dit, il n'ajoute absolument pas que l'homme a cette même liberté de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Je pense qu'il s'en garderait bien. Donc c'est un peu... On voit bien ce qu'elle cherche, mais on doute un peu que vraiment elle puisse trouver ça dans ce texte. Alors, elle mentionne aussi que plus tard, la question va être posée de savoir si la volonté de Dieu ou sa liberté est néanmoins limitée. Et elle apprécie particulièrement la réponse de Duns Scotus. Duns Scotus qui est un moine franciscain du XIIIe siècle. Scott parce qu'il était écossais. Et donc qui met justement en évidence la volonté totale de Dieu et donc le fait que la création est contingente, c'est-à-dire il aurait pu ne pas créer et il aurait pu créer le monde complètement différemment. Donc à l'inverse de ce que dira par exemple Leibniz, quand il dira que Dieu a créé le meilleur des mondes possibles, parce que Dieu voulait le meilleur, Dieu ne peut vouloir que le meilleur. Mais si on dit Dieu ne peut vouloir que le meilleur, ça veut dire que sa liberté est limitée. Et Duns Scotus donc pensait l'inverse, il mettait vraiment plutôt en évidence la volonté totalement arbitraire de Dieu. Il peut créer, il aurait même pu créer l'univers le plus mauvais. Non, le plus mauvais, c'est compliqué pour lui puisque Dieu n'est pas cause de mal. Mais enfin, en même temps, il lui semble que le plus important est la volonté. Et la même chose pour l'être humain. Il lui semble que chez l'être humain, la faculté principale aussi, c'est la volonté, une volonté totalement libre, donc par laquelle nous sommes totalement responsables de nos actes. Donc, Arendt met ça en valeur aussi. Mais en fait, donc dans toute cette nécessité pour elle de défendre l'idée que la liberté est le pouvoir de commencer, finalement, l'auteur qui lui apporte le plus, chez qui elle va le plus puiser, c'est Kant. C'est Kant, et elle va chercher un passage de la critique de la raison pure, plus exactement la troisième antinomie de la raison pure. Les antinomies de la raison pure, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des questions cruciales de la philosophie sur lesquelles les philosophes ne peuvent absolument pas se mettre d'accord, qui possèdent donc une thèse et son antithèse, entre lesquelles on ne trouve pas de critères pour les départager. Et la troisième antinomie, elle porte justement sur la liberté et le déterminisme. Liberté et déterminisme, donc dans l'action humaine, sont des thèses qu'on n'arrive absolument pas à départager depuis le début de l'histoire de la philosophie. Et Kant va d'ailleurs conclure qu'on ne peut pas les départager d'une manière scientifique, d'une manière logique, d'une manière argumentée, c'est pas possible. Donc il commence déjà par montrer que c'est normal que ce soit antinomique, parce qu'en fait, il est impossible de montrer laquelle est vraie. Et donc, pendant qu'il développe la thèse de la liberté, il introduit une expérience destinée à répondre à l'objection que commencer une nouvelle série causale ne serait pas possible alors que le temps est un continuum. Donc, si on commence une nouvelle série causale, il faudrait aussi commencer un nouveau temps, parce que sinon, on est dépendant du temps qui a passé, et ce n'est pas une nouvelle série. Comment est-ce que le nouveau pourrait apparaître alors que le temps continue et a toujours existé avant ? Et il disjoint donc, il sépare ce qui est le continuum du temporel et le continuum causal, donc la série des causes. Il dit qu'effectivement, dans les lois de la nature, il y a bien un enchaînement de causes tel que, si on connaît un premier moment, eh bien, on peut déduire en fait tout le reste qui en sont les conséquences. Mais il dit qu'il doit y avoir le moyen aussi d'initier une nouvelle série de causes alors même que l'ordre temporel n'est pas interrompu. Et donc pour le montrer, il utilise une expérience très très familière. Il dit que, alors je vous lis le passage dans la critique de la raison pure. Si je me lève maintenant de mon siège, tout à fait librement et sans subir l'influence nécessairement déterminante de causes naturelles, avec cet événement et avec toutes ses conséquences naturelles à l'infini,
commence absolument une nouvelle série, bien que par rapport au temps, cet événement ne soit que la continuation d'une série précédente. Arendt ajoute que pour que donc, le fait de se lever commence une nouvelle série causale, il faut certaines conditions, c'est-à-dire que je ne me lève pas simplement par habitude parce que je me lève toujours à cette heure-là, je ne me lève pas poussé par un certain stimulus, par exemple parce que j'ai faim, je vais aller chercher à manger, ou parce que je veux me dégourdir les jambes, ou parce que je suis fatiguée. Donc ce n'est pas par des causes naturelles, ou par des causes, on pourrait dire, qui viennent de l'environnement, parce qu'on m'appelle, bon, voilà. Il faut que ce soit parce que j'ai un projet. Et donc, ce qui détermine un commencement, c'est le projet. C'est-à-dire que je vise quelque chose de futur que je veux réaliser, et à partir de là, on peut dire que la réalisation de ce projet, elle ne dépend pas de ce qu'il y avait avant, parce que je la commence maintenant. Je la commence au moment où je décide d'accomplir ce projet. C'est un nouveau commencement. Et donc ça montre la liberté. Donc là, on voit que Kant, évidemment, est plutôt en faveur de la thèse de la liberté, même s'il ajoute qu'on ne peut pas la démontrer. On peut faire l'expérience à nouveau, mais on ne peut pas la démontrer. Et sa solution, quand même, quand il reviendra plus tard dans la critique de la raison pure sur la résolution, une tentative de résolution des antinomies, sa solution sera une proposition. Encore une fois, ce ne sera pas une démonstration, mais ce sera une proposition qu'on peut supposer qu'il existe des êtres, alors c'est nous, c'est les humains, qu'il existe des êtres qui ont un double caractère. Ils ont d'une part un caractère phénoménal, donc par lequel ils se conduisent comme tous les phénomènes, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement guidés et même déterminés par des relations naturelles de cause à effet. Donc ça explique tous nos actes qui sont effectivement motivés par des causes naturelles. Alors il n'ajoute pas « et social » parce qu'à l'époque on le faisait assez peu, mais enfin on pourrait l'ajouter, ça fait partie des causes par lesquelles on est des phénomènes, et on est d'ailleurs des phénomènes les uns pour les autres. On voit comment les autres réagissent en fait à des stimuli divers. Mais qu'il existe dans cet être aussi un autre caractère qu'il appelle intelligible, par opposition à phénoménal, intelligible, par lequel il y a une causalité libre, par lequel cet être a une causalité libre. Alors on sait que c'est une supposition, une hypothèse, mais qu'il y tient énormément, puisque toute sa morale repose sur la supposition d'une telle causalité libre. Mais simplement, on ne peut pas savoir, par la connaissance, ce que c'est que cette causalité libre en elle-même. On ne peut voir l'homme que comme un phénomène, et donc comme phénomène, on a toujours l'impression qu'il répond à des motivations qui viennent de son environnement, qui viennent de son histoire, etc. Donc, résolution, mais à moitié seulement, puisque ça demeure quand même une aporie, mais assumée par Kant, assumée par sa philosophie, qui est qu'on ne peut pas tout connaître, qu'on ne peut pas tout savoir. Et donc Arendt non plus. Arendt est obligée aussi de reconnaître qu'elle ne peut pas démontrer l'existence de cette causalité libre. Elle n'a toujours pas, elle n'a toujours pas totalement vaincu l'argument déterministe, même si elle le traite toujours avec beaucoup de condescendance, comme si c'était vraiment un argument très très grossier, celui du déterminisme, et comme si en fin de compte ceux qui défendaient ça, c'était juste par tranquillité d'esprit. Parce que c'est plus tranquille de se dire que tout est décidé d'avance, tout va se faire de toute façon, donc il n'y a pas besoin de se fatiguer à le changer. Et puis, comme s'il y avait aussi ce qu'elle appelle une crainte de la responsabilité du commencement. Comme si prendre la responsabilité d'un nouveau commencement dans le monde, c'était tellement effrayant, une responsabilité tellement effrayante. Bon. Et donc, elle en arrive à son troisième élément, qui peut s'ajouter, ces deux premiers éléments qui certes apportent quelque chose, mais pas le mot de la fin. Donc elle ajoute son troisième élément, qui est le jugement. Et donc là, on n'est plus dans la vie de l'esprit, puisque elle n'a pas fait la troisième partie, mais on va chercher dans d'autres ouvrages. Et en particulier, on pourra lire un texte qui vient de responsabilité et jugement. Et jugement, justement. Donc c'est à nouveau chez Kant que Arendt trouve une manière de considérer le jugement qui puisse être valide dans des situations où il n'existe aucune règle et où donc on ne peut pas simplement subsumer un cas particulier sous
une idée générale, une notion générale ou une règle générale, donc comme on fait généralement en morale, puisque généralement on peut juger que ceci est bien, ceci est mal, parce qu'on a appris en général et on peut reconnaître que telle situation, que telle situation donc, appartient à telle règle générale de la morale. Mais c'est bien comme ça qu'elle terminait son Eichmann, en disant il y a des situations où il n'y a plus aucune règle qui soit valide, parce que d'une part, l'environnement social, politique est complètement dominé par une idée qui est contre toutes les règles morales qu'on avait, donc on ne sait plus à laquelle se fier. Et puis aussi parce que la situation est tellement exceptionnelle, parce qu'elle ne s'est jamais présentée de cette façon avant. Donc il faut trouver un moyen d'avoir un jugement par rapport à ça. Et elle va le chercher dans la troisième critique kantienne, donc la critique de la faculté de juger. Mais la critique de la faculté de juger, elle est consacrée dans sa première partie au jugement de goût, donc au jugement sur le beau, et dans sa deuxième partie au jugement téléologique, c'est-à-dire au jugement par lequel on pose qu'il y a une cause finale. Bon, c'est plus complexe et on n'en a pas besoin aujourd'hui, mais on suppose, on se représente une cause finale aux choses dont on ne peut pas savoir à quoi elles servent. Quel est le sens, par exemple, de l'univers tout entier? On lui suppose une téléologie, par exemple. Mais elle se concentre sur le jugement esthétique, parce que justement, le jugement esthétique, il se fait sans concept. Il n'y a pas de concept du beau, dit Kant. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'accorder de manière certaine sur ceci est beau. Bon, selon les individus, les avis seront divergents et c'est normal. Mais il n'a pas envie non plus de laisser cette question au complet relativisme. Il n'a pas envie non plus de penser que, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Et il n'y a donc aucun fondement, aucun critère qui puisse départager les opinions à propos du beau. Donc il va chercher une situation intermédiaire où, certes, il n'y a pas une seule définition du beau, mais on peut tout de même trouver un accord entre l'ensemble des êtres humains. Alors là, il pose vraiment, il a une visée universaliste, systématiquement, Kant, mais dans un sens très philanthropique. Il pense que du bien de l'humanité, et que donc le plus grand bien de l'humanité, c'est un accord général de tous les peuples, de toutes les cultures. Et donc il pense qu'on peut aller vers un accord de tous les êtres humains, potentiellement. Comment? Mais à deux conditions, en fait. À condition que dans le jugement de goût qu'on énonce, premièrement, on soit désintéressé. Le jugement doit être désintéressé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se confondre avec quelque chose qui nous attire pour une raison naturelle, matérielle, corporelle. Donc le beau ne doit pas se confondre avec l'agréable, l'utile, le plaisant, ce qui nous fait plaisir. C'est pas ça. Le beau, c'est désintéressé. On n'en a pas besoin d'aucune manière. Il n'est pas dans une relation utilitaire. On n'en a pas besoin. Donc c'est désintéressé. Première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'on soit capable de élargir notre jugement. Alors cette notion de jugement élargi ou de mentalité élargie est très importante pour Arendt, dans ce qu'elle retire de Kant. Élargir notre mentalité, élargir notre représentation, en nous mettant dans d'autres situations que celles que nous occupons. Donc en voyant que d'autres personnes sont dans une autre situation que nous, on va non pas essayer d'éprouver ce qu'elles éprouvent, parce que ça c'est vain pour Kant. On ne va pas pouvoir se mettre à la place de l'autre au sens où on éprouve réellement ce qu'il éprouve. Mais ce qu'on peut faire, c'est, en restant ce que nous sommes, nous imaginer dans cette situation-là, ou dans ce point de vue, qu'une autre personne assure la même chose, ou dans sa perspective à elle. Et donc on va se demander si dans sa perspective à elle, elle trouve aussi la chose belle. Dans sa situation, elle trouve aussi la chose. Ou si, plus exactement, si moi j'étais dans la situation de cette personne, je trouverais aussi la chose belle. Et donc comme ça, en multipliant les points de vue sur la même chose, c'est seulement quand le jugement sera d'accord, quand tous ces jugements seront d'accord entre eux, qu'on pourra dire « Ah oui, là vraiment la chose est belle ». Parce qu'on pourra s'attendre à ce que quand on essaye de partager ce jugement avec une autre personne, elle sera d'accord aussi, puisqu'on a essayé d'expérimenter toutes les situations, tous les points de vue. Et ça, donc, Kant le réserve à la question du jugement de goût, parce qu'il n'en a pas besoin pour sa morale, lui.
sa morale, elle repose sur toute autre chose. On a vu sur l'universalisation de ses actions, sur la loi morale. Bon. Donc, Arendt, elle fait glisser ce qu'il a dit à propos du jugement de goût, elle le fait glisser vers le domaine moral et politique. Et elle dit, en fait, une bonne manière de savoir ce qui est bien et mal, de juger du bien et du mal, c'est de multiplier les perspectives sur la même chose et de se dire, dans la situation de un tel et un tel et un tel qui sont confrontés à partir d'autres positions que moi, qu'est-ce que je ferais ? Et en multipliant comme ça ce que je ferais dans telle et telle situation, mon jugement va être beaucoup plus impartial. Il y a l'idée qu'on peut atteindre une impartialité à défaut d'une certitude, bien sûr. On est dans les affaires humaines, il n'y a pas de totale certitude. Mais on peut atteindre un jugement beaucoup plus universel et impartial. Et donc, si on applique ça à une situation de sombre temps, une situation extrême où tous les repères sont perdus, reconstituer ces repères peut passer par une multiplication des points de vue. Je me mets à tel point de vue et je me dis, évidemment, je ne peux pas participer à ce massacre. C'est effectivement, je trouve, un procédé très efficace. Donc cette idée de jugement élargi, c'est finalement ce qui lui permet d'avancer le plus loin dans sa réponse à comment rendre une personne résistante à un mal ambiant, à un mal dominant de partout. Ce qui peut la mener le plus à avoir son jugement propre, personnel. Et si vous mettez les trois activités, les trois facultés ensemble, ce que nous apporte la pensée, avec ce dédoublement, ce retrait par rapport aux affaires du monde, cette distance, la volonté, avec cette idée que oui, il y a une liberté, même si elle ne peut pas la démontrer, et le jugement élargi, qui prend toutes les perspectives, si vous mettez tout ça ensemble, vous vous dites, eh bien oui, si on commençait à inculquer ça à tous les êtres humains, on aurait beaucoup moins de risques de déviation telles que celles que le XXe siècle a subies. Et donc voilà, je pense qu'on peut synthétiser de cette manière vraiment la pensée de Hannah Arendt en se disant que toutes ces œuvres mènent à mettre en évidence les plus belles facultés humaines, les plus précieuses, et celles qui permettent justement d'éviter tout le pire qui s'est déchaîné. Mais toujours sans aucune certitude, sans aucune garantie, puisqu'on est dans le domaine du contingent, et on ne va jamais arriver à dépasser cette contingence. Donc elle parle très peu à ce moment-là d'un effort qui porterait principalement sur l'éducation, parce que comme on l'a vu, elle pense qu'il faut s'adresser aux adultes et pas tellement aux enfants. Elle pense pas que pour elle, c'est très important que ces choses soient choisies en conscience. Donc que ce soit un être vraiment dont toutes les facultés sont développées et qui fasse ce choix et qui donc se choisisse une personnalité de ce type-là. Voilà, et du coup j'en ai terminé avec la philosophie d'Hannah Arendt. J'ai beaucoup aimé lorsque vous avez évoqué les hommes en pyjama. J'aimerais connaître la place qu'on trouve à la pensée, à la volonté et au jugement dans l'homme en pyjama. Ah oui, c'est un bel exercice, oui, une belle application. Vous pouvez le faire aussi bien que moi. J'aime bien être en pyjama, mais je ne me suis jamais rendu compte de... C'est une boutade. Non, mais je pense que, oui, je ne sais pas si on doit se livrer à l'exercice maintenant, mais effectivement, ça peut être intéressant. Quoique, il faut quand même bien distinguer aussi les périodes extrêmes, comme elle dit, les situations extrêmes et les situations, disons, plus ou moins normales, où effectivement, il y a des choses avec lesquelles on est en désaccord, mais on peut encore l'exprimer. Je veux dire, cet homme-là, il pouvait l'exprimer, son désaccord. Et son désaccord, il pouvait être fondé sur des choses qui étaient en vigueur autour de lui, qui avaient de la valeur encore autour de lui. Il pouvait opposer aux valeurs de Berlusconi des valeurs qui étaient celles d'une autre tradition politique. Donc elles existaient encore. Il n'y avait pas une sorte de brouillage total des repères ou de disparition totale de quoi que ce soit qui soit le bien. Il n'y avait pas un ralliement de tout le monde, au moment de Berlusconi, il n'y avait pas un ralliement de tout le monde à une cause criminelle. On n'était pas à ce point-là. Donc, c'était moins nécessaire, disons, de se retirer dans un dialogue intérieur et pour avoir un autre jugement personnel
que celui qui était le jugement ambiant. Bon, ce jugement existait quand même aussi à l'extérieur. En revanche, la volonté est certainement intervenue beaucoup parce que mais elle pose quand même la question de savoir pourquoi cet homme-là s'est mis en pyjama et pas les autres. Pourquoi cet homme-là a réagi de cette façon aussi radicale, alors que tout le monde subit plus ou moins la situation, qu'il l'approuve ou pas. Il y a donc quelque chose de spécial chez cet homme-là, mais c'est quoi ? Alors on est tenté d'expliquer justement son comportement par une série de circonstances. C'est parce qu'il a été élevé, par exemple, dans une famille où on suscitait la rébellion, ou bien parce qu'il est déjà quelqu'un d'un peu marginal et excentrique. On va essayer d'expliquer ça, et selon les explications, on va être plus ou moins déterministe. Mais de nouveau, c'est un choix. C'est un choix préalable, c'est un choix souvent préconçu et même pas interrogé, de se dire, est-ce que je vais essayer de dire que c'est parce qu'il est né dans telle famille, qu'il a eu telle histoire, ou bien est-ce que je vais dire, non, c'est quelqu'un qui vraiment a fait confiance à sa seule volonté et qui ne s'est pas laissé impressionner par d'autres désirs, par exemple le désir d'être normal, de sortir, de vivre une vie comme tout le monde. Et à ce moment-là, on fait plutôt appel à sa liberté. Avant tout, c'est un être révolté. Absolument. Voilà, c'est un acte de révolte, surtout. Bon, il n'y a pas une grosse conséquence s'il y a un homme en pyjama, mais imaginez qu'il y en ait 10 millions en pyjama, on sait pourquoi, et puis je pense que ça aurait réussi. C'est l'équivalent aujourd'hui de la grève de la faim. Voilà, même en pyjama. C'est pas le fait qu'il soit en pyjama, c'est le fait qu'il ne sorte plus de chez lui. Donc il refuse de participer à toute la vie publique, collective, 10 millions extérieure. Qui ne travaillent plus, qui restent chez eux, ça arrête c'est la grève générale. Voilà. Oui. En fait, il ne se limite pas, d'ailleurs, c'est donc on fait référence au film Tous les soleils. Et dans ce film-là, il ne se limite pas à cette action-là, et notamment, comme la factrice vient sans arrêt le voir, à un moment, il monte un coup avec elle. C'est-à-dire qu'il la convainc qu'il faut déstabiliser le système et pour ça, de faire disparaître le courrier. Et il le fait, après il lui arrive plein de conséquences à cette pauvre femme. Mais donc il a vraiment une volonté aussi d'action politique. Son action n'est pas uniquement dans le fait de se déterrer chez lui. C'est pas du tout ça. Oui, donc révolte, il y a quelque chose de révolutionnaire dans... Non, de révolte. Oui, de révolte, mais même à un moment, il entreprend quelque chose de révolutionnaire. Il veut faire basculer la société et il se dit on va attaquer par le courrier. Oui, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un d'autre que Hannah Arendt et que Kant aurait recherché cette troisième antinomie? Ah oui, c'est un lieu commun de la philosophie en fait. La question du déterminisme, elle est chez énormément d'auteurs, quasiment chez tous. Donc en fait, je ne perds pas de vue l'idée d'un jour prendre cette question comme thème et voir son évolution dans une série de courants, mais elle est partout dans la philosophie. Parce que le truc qui m'a impressionné tout à l'heure, je prends en précision, c'est quand vous avez vu, la décision se fait en se levant. Oui. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est une personne debout, et l'être humain est debout. À partir de là, il s'affranchit de la gravité en se tenant debout. Dans une forme d'équilibre. C'est sûr qu'on peut essayer de trouver une symbolique, une explication symbolique, enfin un prolongement symbolique. Ouais. Le seul problème, c'est qu'il dit que c'est juste un exemple, qu'il pourrait prendre n'importe quel exemple, et je pense que ça aurait marché aussi bien s'il avait dit si je choisis de m'asseoir. Parce que ça aurait pu vouloir dire je choisis de m'asseoir pour commencer un nouveau projet qui serait un projet pour lequel j'ai besoin d'être assis. Donc voilà, je crois que c'est un peu fortuit que ce soit se lever. Même si la symbolique, effectivement, a quelque chose de parlant. Ouais, bon, enfin. Je pense que la posture érigée est parlante. Mais on peut être debout en étant assis, je veux dire. On peut être symboliquement debout, c'est-à-dire être autonome, revendicateur, libre, en étant assis, en train d'écrire, par exemple. Et réciproquement, on peut être passif en étant debout. Donc, il faut vraiment... Oui, si on se rapproche davantage de l'humain, en tant qu'humain, en tant qu'il est, qu'animal penseur, la posture érigée, la posture debout, qui est
digne de sa liberté, de se mouvoir là où il veut, de se déplacer pour se nourrir et de rencontrer qui il souhaite. Il me semble que c'est fondamental. C'est partagé par tous les animaux, le fait. D'accord. Mais dans le sens que ça passait. Ouais, bon, je sais pas. Oui, tu veux parler là-dessus? Le penseur, le modèle, Oui. Oui, bien sûr, on peut penser dans toutes les positions, je crois, en yoga. Oui. Moi, ce qui me choque un petit peu, c'est ce besoin toujours de chercher le commencement, et en particulier de répondre à la question de Dieu. Non, mais parce qu'il me semble que la vision qu'on commence à avoir de l'homme maintenant, c'est que il n'est pas né. Il y a un buissonnement d'êtres qui apparaissent à partir de au moins 8 millions d'années à peu près. Et il y a un buissonnement, et chacun de ce buissonnement apporte quelque chose. Donc il y a l'image de Adam et Ève qui nous imprègne et qui fait qu'on pense de façon unique, elle correspond pas à ce qui est. Et de même que quand on pense que l'homme, c'est ce que nous sommes nous maintenant, on peut espérer qu'il n'y ait pas de bombe atomique qui mette fin à cette espèce-là, mais si c'était le cas, l'homme qui sera là dans 10 000 ans, il n'aura rien à voir avec nous. Donc on a une vision très, très historico-centrique de notre conception, mais qui ne correspond peut-être pas et qui nous empêche de penser plus librement les questions, par exemple, de la liberté qu'on peut la poser. C'est sûr que tout le détour théologique, c'est dû au fait qu'on parle de Saint Augustin. Et donc, évidemment, on est encore à la fin de l'Antiquité. Et puis, pendant tout le Moyen-Âge, la philosophie va être prisonnière du dogme chrétien. Donc, c'est pas là qu'on va trouver, disons, des réponses qui nous sont utiles à nous, puisqu'on n'est plus dans ce dogme. Il n'empêche que ce qui peut être intéressant quand même encore chez ces auteurs, c'est qu'ils avancent aussi d'autres choses. Par exemple, les 2 indices pour dire qu'on a une volonté libre ne sont pas dus au dogme chrétien. Donc ça peut quand même être encore intéressant pour nous, pour nourrir notre réflexion, je veux dire. Et tu as parfaitement raison, ce que l'homme sera dans 10 000 ans, non, 10 000 ans c'est trop peu, dans 100 000 ans si on laisse faire l'évolution naturelle, on ne peut pas le savoir. Mais de fait, c'est pas sur celui-là qu'on s'interroge, puisque par définition on ne peut rien en savoir. Donc effectivement on s'interroge sur ce que nous sommes maintenant, bien sûr. Mais une fois que tu débarrasses la question de tout ce qui est mythologie, qu'elle soit mythologie polythéiste ou monothéiste, c'est la même chose, tu te trouves quand même avec la grosse question voilà, qui n'a jamais reçu de réponse définitive, mais ce qui n'empêche pas qu'on peut trouver quand même des arguments plus ou moins convaincants, quoi. C'est pas que tout se vaut. J'ai l'impression qu'on se met les pieds dans le tapis. Voilà. Alors, moi, j'ai présenté, spontanément, je ne serais jamais remontée à Saint-Augustin, mais c'est parce que Arendt le fait. C'est parce qu'elle le fait et que c'est important pour elle. Alors qu'elle n'est pas croyante, enfin, je ne pense pas. Mais ça lui paraît important quand même, un jalon important dans l'histoire. J'aimerais savoir si elle s'intéresse à un moment à la psychanalyse et à l'inconscient et à tout ce qui fait qu'on n'est pas maître en la demeure. Tu as tout à fait raison de poser la question parce que de fait, de manière très surprenante aussi, elle écarte très rapidement et très dédaigneusement tout ce qui est psychologie, psychanalyse, sans même approfondir. Simplement, elle les met du côté des sciences déterministes de l'être humain. Elle pense que ce sont des déterminismes, qu'on dit, ben voilà, c'est la même chose, elle les met au même niveau que la sociologie, par exemple, qui dit que voilà, vous allez agir comme ça parce que vous êtes de telle classe sociale, de tel groupe, et ben, c'est la même chose pour la psychanalyse, vous allez agir comme ça parce que votre inconscient vous pousse, et donc pour elle, c'est du côté du déterminisme, mais elle ne prend pas la précaution, elle ne développe même pas l'intérêt d'envisager justement cette possibilité et d'y répondre. Non, il n'y a pas de développement là-dessus. Pourtant, elle est dans le bon moment par rapport à tout ça, quoi. Oui, elle en est consciente, elle le mentionne comme un mouvement important, disons important au sens qui a de l'ampleur, quoi, qui a de l'influence sur l'époque. Mais comme ça va dans un sens qu'elle désapprouve tout à fait, elle ne l'envisage pas plus que ça. Oui. Oui, en venant au début de l'intervention,
la pensée a affaire à l'invisible, à l'intérieur, dans le phénomène. Et Parménide regarde comme les choses absentes sont visibles par la pensée, d'automatiquement penser à cette phrase célèbre de Paul Klee, disant l'art ne représente pas le visible, mais rend visible. Est-ce que c'est un contresens? Est-ce que ça rend... Ah non, je pense que c'est tout à fait dans la même idée, la même conception, effectivement, de l'art qui n'est pas destiné à imiter les phénomènes, ni à produire même un phénomène, mais qui révèle quelque chose d'autre, quelque chose qui vient de celui qui le crée. Et, à partir, quand même, à partir du monde, mais qui le transforme complètement. Oui, ça va tout à fait dans le même sens. Il n'empêche qu'elle n'approfondit pas cette notion d'invisible. Qu'est-ce que c'est cet invisible? Et c'est une des choses qu'on va voir avec Merleau-Ponty, justement. Est-ce que ce n'est pas un pléonasme de parler de volonté libre? Parce que finalement, liberté et volonté, ce n'est pas un synonyme en quelque sorte. Pour certaines conceptions de la volonté, oui, parce que certaines conceptions de la volonté la considèrent justement comme la liberté, l'expression de la liberté. Mais on peut aussi concevoir une volonté qui soit, on a parlé de volonté serve, de volonté donc asservie, et donc dans l'idée que quand on veut quelque chose, c'est parce qu'on est commandé par un motif qu'on ne maîtrise pas. Donc ce qu'on veut, c'est ce qui s'impose à nous. Il y a une servitude, effectivement, de notre attirance vers quelque chose, de notre... Oui, mais tout le monde n'a pas, disons, cette convention entre désir et volonté pour définir les champs sémantiques de l'un et de l'autre. Ça varie beaucoup d'un courant philosophique à l'autre. Et c'est pour ça que, en fait, ce que Augustin appelle volonté, ça englobe aussi une partie de ce que les philosophes antiques appelaient le désir. Donc les termes ont un petit peu glissé. Mais on a pu concevoir et on a affirmé que la volonté pouvait être asservie donc comme asservie à des sollicitations extérieures ou intérieures, mais en tout cas qui ne sont pas décidées librement. Est-ce qu'elle peut être libre à la créativité, asservie à la créativité? Le besoin de créer soit un phénomène intérieur propre à la personne. Y compris ça, on pourrait dire ça, effectivement. On pourrait estimer que la création est elle-même le résultat d'une chaîne causale qui a créé une personne telle qu'elle a cette pulsion de créer. Ouais. On pourrait aller jusque-là dans une vision déterministe des choses. Est-ce que c'est à Heidegger que l'on doit ce mouvement de la philosophie? Je pense à cet Heidegger du retrait. Je me retire. Est-ce que c'est à lui qu'on doit toutes ces réflexions philosophiques sur le langage? Plus le réel est perdu, plus on s'intéresse au langage et au discours sûr. Vous pensez à quelqu'un de précis ou pas particulièrement? Là, non. Mais oui, je peux penser à Derrida, par exemple. C'est-à-dire qu'on va remplacer on suppose pas qu'il y a un réel devant nous, un objet plein, mais on va s'intéresser au langage sûr. Alors pour Heidegger, effectivement, le langage est un révélateur de l'être. Donc il est très valorisé comme révélateur de l'être, à condition que ce ne soit pas un langage asservissant, c'est-à-dire qui désire, qui est simplement cognitif, qui veut simplement circonscrire, contrôler son objet. Donc, mais le langage est effectivement une des manières de s'ouvrir à l'être. Et bien entendu, Derrida, il s'inscrit dans l'héritage de Heidegger, en allant beaucoup plus loin, notamment en faisant passer le langage même avant la pensée, et même la trace écrite avant même l'oralité ou la pensée. Mais je voulais dire, est-ce que cette origine, on l'apprend chez Heidegger ou c'est antérieur à Heidegger? Est-ce qu'il y a une philosophie antérieure à celle de Heidegger qui parlerait de ce retrait, de cette capacité à se détacher
du réel? Alors, il y a deux retraits, en fait. Il y a le retrait de l'être, Oui. et ça, c'est vraiment, personne avant Heidegger n'a pensé, enfin, ou alors vraiment, je ne vois pas où, a pensé que l'être, c'est-à-dire ce qui nous appelle à penser, hein, ce qui nous suscite, ce qui nous appelle, que l'être même, en même temps, se retire, alors même qu'il se manifeste, hein, en même temps se retire et se manifeste. Personne n'a dit ça avant Heidegger. En revanche, insister sur l'importance du langage comme ce qui nous permet d'appréhender ce qu'on cherche, enfin, donc en fonction du but, hein, de chaque philosophie, oui, ça c'est au centre de beaucoup de philosophies. Mais ce ne sera pas de la même façon, ce ne sera pas le même genre de langage. Donc chaque philosophe développera justement le type de langage qui lui semble le plus adéquat pour atteindre ce qu'il essaye d'atteindre. On va adapter alors le langage à ce qu'on essaie d'atteindre. En fait, on a l'impression qu'on comprend bien, pour revenir à Hannah Arendt, on comprend assez bien pourquoi elle veut absolument défendre cette idée de la volonté, étant donné les thématiques qui l'ont intéressée, qui sont surtout politiques, en fait, qui joignent le politique et le moral. Et on comprend aussi pourquoi elle veut proposer une solution assez pragmatique, finalement, pour définir le jugement et la morale. C'est une solution très intéressante à creuser parce que justement elle a cette valeur pratique, mais ça vient justement très déconnecté de son adoption de cette attitude de Heidegger, qui est une espèce de philosophie contemplative dont tu as très bien montré qu'elle provient du désabusement en fait, et de sa culpabilité et de son échec, de l'échec de sa tentative d'engagement, et donc on comprend bien ce retrait. Et donc moi ce que je me demande aussi, si elle n'est pas un peu ralenti, alourdi par une sorte par son histoire à la fois à Saint-Augustin et Heidegger, parce qu'elle a une sorte de fidélité à son passé, de fidélité à Heidegger parce que c'est quelqu'un qui est par ailleurs, par d'autres aspects, on l'a aussi montré, qui a pu être admirable. Et du coup, surtout comme c'est un discours d'hommage à Heidegger, elle se sent un peu obligée de défendre ce retrait qu'il a fait, et puis ce retrait qui le sauve un peu du pire qu'il aurait pu faire s'il ne s'était pas retiré. Mais est-ce qu'elle adhère vraiment à cette vision du fait que ce soit une bonne chose pour la pensée de se retirer comme ça, et surtout est-ce que pour la philosophie, ça retire complètement la philosophie d'une de ses fonctions, c'est même pas une de ses fonctions, c'est quasiment d'une de ses définitions, qui est la science qui met en cause les fondements, au moyen de la raison notamment, et on a une très très grande exigence de cohérence et une intransigeance totale en fait. Donc ça, elle s'écarte de ça, et moi l'impression que j'en retiens, c'est que c'est plutôt pour des raisons qui ne sont pas des raisons philosophiques, qui sont plutôt des raisons de son historique et de fidélité à un passé et à des gens qu'elle admire. Oui, c'est vraiment une question qu'on doit se poser, et il y a plusieurs éléments de réponse. D'une part, donc, elle a une fidélité très claire à la pensée de Heidegger, mais qui n'est pas seulement parce qu'elle veut lui faire hommage, c'est aussi, il y a vraiment une partie qu'elle admire réellement, et un des indices en est qu'elle a beaucoup fait pour faire éditer Heidegger aux États-Unis, donc le faire traduire, vérifier les traductions, elle s'est occupée de ses contrats d'édition, etc. Donc elle tenait vraiment à ce que l'œuvre de Heidegger soit répandue. Elle a beaucoup d'échanges sur des choses écrites par Heidegger où elle demande des explications, elle dit ce qu'elle ne comprend pas, elle lui demande de lui expliquer. Elle s'y intéresse vraiment très sincèrement. Une grande différence que j'ai fait remarquer, c'est qu'effectivement, elle veut garder le rôle politique et moral de la volonté. Elle veut absolument le garder, ça c'est... c'est une théoricienne politique, elle s'est toujours présentée comme ça, donc elle le sait bien, c'est comme ça qu'elle se revendique. Et par rapport à la philosophie, effectivement, elle n'a pas une grande considération pour la philosophie. Mais ça, c'est dû, à mon avis, en grande partie, au fait qu'elle connaît mal l'histoire de la philosophie, comme je le disais. Elle présente souvent les philosophes de manière beaucoup plus simpliste, caricaturale, voire erronée que ce qu'ils sont vraiment. Et par conséquent, elle perd beaucoup de la richesse de la philosophie. Elle a très vite catalogué la philosophie comme étant une attitude justement cognitive, appropriatrice, et avec tous les défauts, avec
quasiment tous les défauts que lui attribue Heidegger. Souvent, elle reprend, quand elle envisage un auteur, elle reprend les mêmes reproches que ceux qu'Heidegger lui a fait. Donc elle est très tributaire aussi de Heidegger pour son avis sur les autres philosophes. Ce qui fait que elle n'a pas une grande considération pour la philosophie, ouais, c'est vrai. Si ce n'est justement une philosophie qui serait complètement différente, lui semble-t-il, de tout ce qui a précédé Heidegger. Mais pour prolonger votre propos, j'ai l'impression qu'elle prend, qu'elle laisse, qu'elle déconstruit, qu'elle reconstruit, qu'elle fait un inventaire, mais pour ses propres fins. Elle s'approprie, c'est tout à fait vrai. Elle va tout de même chercher ce qui l'intéresse, et que ce soit bien vu ou mal vu, je veux dire que ce soit une interprétation fidèle ou pas fidèle, de toute façon, ce qui l'intéresse effectivement, c'est de trouver des éléments pour nourrir sa pensée, ce qui est parfaitement légitime de la part d'un créateur philosophique. Je veux dire, tant qu'on est lucide, disons, sur ce qu'on fait, bien sûr. Mais je suis surpris qu'il n'y ait pas d'espace pour la parole. Chez Hannah Arendt, il y a beaucoup d'espace pour la parole, puisque ça intervient surtout au moment de l'action. Ça intervient surtout au moment où elle parle de l'action. Quand elle dit justement que, au fond, l'action, elle s'exprime par deux moyens, la parole en public et ce qui est vraiment l'action véritable, c'est-à-dire la décision d'accomplir un acte quelconque. Mais il y a les deux. L'action est très très importante pour elle. La parole, oui. Et la pensée peut pas alors, être dans le par jeu. rapport à la pensée, moins. Parce que par rapport à la pensée, il y a une perte dans la parole. Donc, dans ce dialogue avec soi-même, pour elle, il est antérieur il peut être antérieur, en tout cas pour une part, à la formulation par le langage. Et donc, le langage, en utilisant en étant un moyen, un instrument commun, perd quelque chose de la personnalité unique de la pensée intérieure. Donc il y a une certaine perte dans le langage. Perte d'identité. Oui, une certaine perte d'identité, une certaine perte de ce qui est propre à un individu, puisque le langage est commun. Alors que le geste, non. Le geste, je ne sais pas s'il y a autant de gestes que d'individus, mais peut-être que... Oui. Disons qu'il est plus proche de la vérité. Le geste doit déterminer, si on doit déterminer une pensée avec un geste, vous comprenez très bien ce que je veux dire, surtout dans un rapport de violence ou dans un rapport de lutte, la pensée va être déterminée dans le geste, même si celui-ci est symbolique et connu de tous. Elle fera partie intégrante de sa pensée. Vous voyez ce que je veux dire dans cette confrontation? Alors que dans le rapport verbal, vous allez être poli. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, peut-être. Non, disons qu'il ne faut pas écarter le langage comme le véhicule le plus subtil et le plus complexe qu'on puisse avoir de la pensée. Ça reste le véhicule le plus complexe qu'on puisse avoir de la pensée. Ce qu'on exprime dans le langage, on ne peut pas l'exprimer autrement. Ou alors, il faut que les gestes soient aussi symboliques que le langage. Mais par exemple, le langage des signes. Le langage des signes, effectivement, essaye d'être aussi complexe que le langage articulé, mais... Ça demande une multiplicité telle, je veux dire, pour pouvoir exposer toutes les nuances de la pensée, il n'y a qu'à voir le nombre de mots du dictionnaire et le nombre de significations de chaque mot, etc., le nombre d'usages différents de chaque mot. C'est très difficile d'avoir une telle variété par les gestes. C'est pas une expression aussi riche. Mais c'était pas ça la question. Oui, j'en ai encore une, c'est possible. Il me semble que la pensée, mise à part le philosophe, l'écrivain ou l'artiste, est orientée vers le passé et donc fait appel à la mémoire. Et il me semble, c'est du moins ce que je pense, que la volonté, elle est dans le présent. Est-ce qu'il n'y a pas deux mondes de duel? En réalité, pour ce courant, à partir de Heidegger, le temps le plus important est le futur. Et on l'a vu quand elle a parlé du projet. Le fait de commencer, le commencement, on a vu à quel point c'était quelque chose d'important pour elle. L'action même de la liberté est une action de commencement. On commence et on fait quelque chose de nouveau. Faire quelque chose de nouveau, ça veut dire que ce n'est pas dépendant du passé. Donc le passé est justement quelque chose qu'il faut constamment dépasser. Donc il faut constamment s'affranchir si on veut être libre, si on veut agir librement. Et
il n'y a pas de volonté sans une projection de ce qu'on veut dans le futur. On veut peut-être réaliser quelque chose dans le présent, mais c'est toujours avec un but qui est dans le futur. On veut quelque chose pour que dans le futur, que ce soit proche ou lointain, cette chose soit réalisée. Donc, lui, le temps le plus important, c'est le futur. Pourtant, on cite souvent la phrase de René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Oui, mais ça c'est pour dire justement qu'on ne nous a pas expliqué comment utiliser notre héritage. Le testament sert à expliquer que faire de l'héritage. Et on ne nous a jamais expliqué que faire de ce qui nous a précédé. Et donc ça veut dire que d'une certaine manière, on le renouvelle aussi par obligation, parce que ce qui nous est donné, ce qui nous est légué, ce qu'on trouve en venant au monde, en somme, ce qu'on trouve en venant au monde, on n'a pas le mode d'emploi, c'est à nous à le trouver ou à le créer. Est-ce qu'on peut se questionner sur le retentissement de cette pensée d'Hannah Arendt dans notre actualité, dans notre présent? Quelle importance de quelle importance il est ce retentissement actuellement? Je ne sais pas, si ça vient énerver des positions morales et politiques ou pas. Mais je suis frappée par le peu d'interaction entre les philosophes de la deuxième moitié du XXe siècle. En fait, il y a peu d'interaction entre eux. Et aussi bien Arendt, enfin aussi bien les créateurs, disons, de cette époque, contemporains d'Arendt, bon, elle ne cite jamais Sartre, elle ne cite jamais Castoriadis, et réciproquement. Et donc, ceux qui les étudient, en fait, connaissent en général, s'inscrivent en général dans la continuité de l'un d'entre eux, mais ne font pas les liens non plus. Et donc, on se trouve avec toutes des traditions très juxtaposées, isolées les unes des autres, et on utilise assez peu les arguments des uns et des autres pour faire quelque chose de plus, qui serait plus complet ou plus satisfaisant, et plus fort, oui, parce que du coup, c'est de ça dont on a... je pense, oui. Oui, je pense qu'il faudrait beaucoup plus faire des intersections, des rencontres, des dialogues entre ces philosophies, disons, récentes, quoi. Oui. Ouais. Je ne connais pas beaucoup de gens qui font ça, mais c'est aussi dû, je veux dire, c'est une contrainte de l'institution universitaire, puisqu'il faut se spécialiser, et donc on se spécialise, et on est obligé de... Alors c'est seulement quand on a, je veux dire, longtemps pratiqué sa spécialisation qu'on peut se permettre, une fois que voilà qu'on a fait son chemin et qu'on a obtenu sa reconnaissance dans une spécialisation, c'est seulement alors qu'on peut un peu aller voir à côté. Mais est-ce qu'on reprend les choses avec la même fraîcheur? Rarement. Et c'est dommageable, parce que ce sont des philosophies de l'action, je pense. Quand même. Oui, tout à fait. Oui, c'est dommageable, je pense, oui. Ce serait beaucoup mieux de pouvoir d'emblée... Bon, alors évidemment, il faut prendre le temps de bien entrer dans chaque auteur. Il ne faut pas aller chercher des morceaux de manière très superficielle, bien sûr, mais on devrait avoir plus, effectivement, se tourner plus vers un enrichissement mutuel de ses pensées, quoi, et nous le nourrir plus de l'ensemble. Ouais. Est-ce que ça ne provient pas d'abord d'une traduction tardive de Hannah Arendt, parce qu'il me semble qu'elle est traduite assez tardivement, et deuxièmement, tant pis je le dis, est-ce que c'est pas le fait que c'était une femme qui fait qu'elle n'est pas non plus prise au sérieux par les grands penseurs, parce que c'est un métier essentiellement masculin de penser. Les femmes, ça ne pense pas, c'est bien connu. Donc est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Voilà. C'est une question que je pose de l'intérieur. Mais moi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de Hannah Arendt, France Culture, on entend très souvent citer, mais il me semble depuis très peu de temps, depuis je dirais 10-15 ans. Et avant, bon, elle ne fait pas partie du cursus universitaire, scolaire, etc. Je ne sais pas maintenant s'il a un cours de philo, du secondaire qui est cité quelque part, mais j'ai pas l'impression. On va parler avec des jeunes qui viennent de finir leurs études. Je veux dire, elle ne fait pas partie des classiques, voilà. Est-ce que c'est pas ça qui gêne un peu un échange plus profond?
Tu as raison de dire qu'elle a été éditée progressivement. Enfin, on a quand même traduit, à partir des années 60, on l'a quand même bien traduite. Et... Oui, oui, oui. Alors évidemment, pour devenir un classique, il faut que du temps se passe, c'est par définition. Mais je ne pense pas, l'histoire de Quelle est une femme, je ne pense pas du tout. Et c'est vrai qu'on l'étudie parfois à l'université. Enfin, moi j'ai eu cours sur Hannah Arendt à l'université. J'avais une prof. Oui, j'avais une prof qui s'y intéressait. Mais c'est vrai qu'on en parle. Il y a eu un gros effort éditorial qui a été fait, même dans les années 2000. On a réédité, on a rassemblé, on a édité beaucoup de cours. Cela dit, je ne suis pas sûre que ce soit toujours une bonne chose d'éditer beaucoup de cours, parce que les cours, ce n'est pas toujours ce qu'a écrit de mieux un penseur. C'était pas prévu pour être publié, donc ce n'est pas nécessairement très bon. Et je pense qu'il y a eu aussi certains obstacles plutôt... Il y a eu des obstacles qui sont dus aussi à la domination intellectuelle d'une certaine époque. Il y a des... Alors ça correspond pas tout à fait, ça recoupe un peu, mais pas tout à fait ce qu'on donne à l'université, ce qu'on enseigne à l'université, mais il y a quand même des vogues intellectuelles où on édite plus des choses d'un certain courant et pas d'un autre. Alors Arendt, c'est vrai que c'était un courant dont on se méfiait pour diverses raisons, son engouement pour... je parle du point de vue de la France en tout cas, parce qu'aux États-Unis, elle était très connue. Elle était invitée dans toutes les universités les plus prestigieuses, elle était invitée à des conférences, elle a reçu des prix prestigieux. Elle était beaucoup plus connue aux États-Unis qu'ici. Donc on peut plutôt se dire pourquoi la France ne l'a pas adoptée, disons, plus tôt, quoi. Je pense qu'il y a eu simplement des réticences parce qu'elle était trop atypique par rapport au courant intellectuel en vigueur, quoi, enfin au dominant. Enfin, c'est encore un élément d'explication. Moi, je pense qu'elle a été un peu victime des contresens qu'on avait sur son analyse du totalitarisme. Oui, aussi. Et puis là, aussi sur les réticences, qui, par rapport à la notion du totalitarisme. Donc il y a deux choses. Il y a d'une part sur son analyse et d'autre part sur les réticences et sur la remise en cause maintenant actuellement de la notion même de totalitarisme. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et moi il me semble qu'elle a été victime de la guerre froide. Parce que c'était quand même une pensée des États-Unis. Enfin, la définition du totalitarisme, telle qu'elle a été perçue en Europe, était portée par le courant de la guerre froide et par la dénonciation du stalinisme. Donc du coup, ça brouillait un petit peu sa réception. Et moi, j'ai l'impression qu'elle revient, mais on va dire à la mode, en quelque sorte. Elle est réentendue sur la question de la condition de l'homme moderne. Voilà, et je crois que là, en fait, on redécouvre une pensée qui était une pensée un petit peu, de précurseur sur les questionnements actuels. Oui, elle est éditée dans un volume sur les précurseurs de la décroissance. Enfin bon, c'est un peu tiré par les cheveux, la décroissance. Enfin bon. Mais c'est vrai qu'on se réintéresse à elle par ce biais-là. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'elle n'a pas été seulement une analyste politique, quoi. Elle a été quand même, elle a vraiment abordé les questions proprement philosophiques et celles-là, on ne les connaissait pas tellement. Donc c'est très bien effectivement qu'on découvre la condition de l'homme moderne. Par les extraits je reviens sur Heidegger, moi. Par les extraits qui ont été lus, c'est remarquable. Alors je ne sais pas s'il a été influencé par la pensée chinoise, mais je me retrouve dans le non-agir la pensée chinoise, l'école taoïste. Le non-agir est justement le laisser-faire. Mais à la différence, pour ne pas excuser Heidegger, par contre, c'est que le non-agir dans la pensée chinoise, taoïste, c'est que non, on laisse faire le bien qui va se faire malgré nous. Ou alors, surtout pas par nous, parce qu'on ne va pas faire le bien. Alors qu'Heidegger, par rapport à ce qu'il a fait à son temps, c'est pas très recommandable. Pour en revenir sur la liberté et sur l'action de Hannah Arendt, moi ce qui pas me gêne, mais quand elle reprend la liberté, elle le dit toujours dans un contexte, je reviendrai un peu sur sa situation d'américaine. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
elle se met toujours dans la posture d'un État où c'est que les hommes sont libres, égaux, et donc à ce moment-là, ils vont se déterminer par rapport à leur égalité. Mais les situations, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce que pourquoi on ne parle pas d'Arendt, à mon avis, c'est parce que les situations extrêmes ne se répètent pas tous les ans, heureusement d'ailleurs. C'est pour ça aussi. Et dans la même pensée, dans la praxis, moi j'en reviendrai aussi à je croyais que je me réfère à quelqu'un, ça m'échappe, donc qui lui disait, mais ça va me revenir, qui disait qu'en fin de compte à la praxis, c'est dans une situation critique, c'est justement d'inverser le rôle du pouvoir ou de la violence et de créer un rapport de force. Et je pense au psychologue qui a opté pour la cause algérienne. François Fanon, merci. Je pensais à François. C'est là que voilà, la liberté d'action d'Hannah Arendt me gêne un peu. Alors, tout à l'heure, il y a eu un mot qui m'a fait un peu sourire, c'est-à-dire qu'on peut agir avec Tarassi ou voilà, par passé. Mais Hannah Arendt se rentre dans la continuité d'Aristote, parce que c'était l'impression aussi que c'est sa filiation, et qui disait que l'homme était né pour deux choses, penser et agir. Et donc à ce moment-là, Hannah Arendt est dans cette posture-là, parce qu'elle a toujours agi. Elle pensait, mais elle agissait aussi. Et c'est ça qui est remarquable aussi dans sa... moi je trouve dans son attitude, c'est qu'elle ne se contentait pas simplement de prendre la parole, c'est qu'elle avait agi. Alors moi j'ai appris par la première conférence qu'elle n'avait pas aidé les Juifs quand elle était en Allemagne, mais en France. Moi je pensais qu'elle avait déjà fait dans le courant sioniste. Donc je pensais qu'elle avait fait en Allemagne, donc j'ai appris qu'elle a fait que quand elle était en France. Donc c'était remarquable, parce que c'est une situation quand même assez difficile. Et là on trouve le courage, moi qui donne satisfaction à la personne, c'est que dans des situations critiques, en payant de la personne, donc elle se détermine, et là, la liberté prend toute son ampleur. Et donc là-dessus, alors pour revenir sur le penser, agir et le jugement, c'est que on fait une différence quand même entre pensée et rumination, parce que la pensée, elle fait partie du mental. On est toujours en train de ruminer. Mais la pensée, c'est aussi, même si jamais elle est inutile, elle peut aussi déterminer notre action, mais surtout quand on se... alors là, la phénoménologie nous aide, je pense. C'est-à-dire de se voir penser. Alors, c'est peut-être pas un dialogue, c'est peut-être un monologue. Moi, je dirais on est multiple, on n'est pas simplement on est multiple. Et donc, à ce moment-là, c'est des situations qui vont nous déterminer dans l'action. Mais à ce moment-là, comment savoir qu'on agit dans le bien? Tout est là. Alors, si on revient à Kent, on va faire peut-être, elle a été dit, et je ne sais pas si je comprends très bien la pensée de Kent, mais est-ce qu'on va faire un dénominateur commun, une moyenne, et on va déterminer quel est le bien par rapport à notre action? Moi, je pense que quand même, par nature, on sait qu'on est dans le bien ou dans le mal. Par nature. Alors, pour en revenir à Eichmann, c'est là qu'on se dit, quand elle a... Voilà, c'est pour ça qu'elle levé de bouclier quand elle a dit que la réalité du mal, c'est pour ça qu'elle voulait pas excuser Eichmann. Tu l'as très bien dit, hein. Elle voulait dire que simplement, les personnes ordinaires, normales, vont avoir des actions qui sont odieuses. Ça ne les excuse pas, mais en fin de compte, c'est des personnes qui ne sont pas extraordinaires. Et on les a vus, si je fais un petit parallèle un peu banal, du cinématographique, en fin de compte, des personnes qui ont été aussi importantes qui ont montré des criminels, en fin de compte, c'était des criminels qui soupaient avec leurs femmes et leurs enfants, et puis qui trucidaient les personnes. Donc à ce moment-là, la volonté du mal se comprend très bien aussi comme ce phénomène. Alors, Hannah Arendt, moi, c'est au niveau du jugement. Comment juger? C'est très difficile de juger. Sur quels critères? Comment se déterminer? Parce que bon, c'est la partie du livre qu'elle n'a pas terminée, mais comment juger? Et sur quels critères pour dire qu'on a jugé? Parce qu'il y a toujours la notion de conscience, je dis le mal.
Et donc là, c'est vrai que je reviens aussi, je fais un discours, parce que c'est plus le mot qui me vient en tête, c'est qu'on disait que les Grecs n'avaient pas de conscience. Mais là, et oui, dans le Gorgias, tu l'as révélé, c'était la peine de compte, de dire comment on se détermine par quoi. Donc à ce moment-là, oui, la conscience, peut-être qu'ils n'ont pas utilisé comme terme ou comme mot, mais en fait de compte, elle était dans la pensée de Socrate. Voilà. Pas trop de questions, simplement des questions qui me sont propres, que je dis là à coup de portefeuille, mais c'est vrai qu'à l'arrêt c'est important, pour moi je trouve toujours pareil, un peu comme France Manon, dans des situations critiques, comment agir et pourquoi agir, voilà, justement. Et c'est peut-être le parallèle qu'on peut faire avec le comportement d'Heidegger et celui d'Hannah Arendt. Pourquoi des personnes vont se déterminer dans des situations, on va dire critiques ou pas, surtout critiques parce que c'est ça qui entraîne l'humanité, pourquoi se déterminer alors qu'il y a des personnes qui ne se déterminent pas. Mais ça ne condamne pas les personnes qui ne se déterminent pas, qui n'agissent pas, mais qui n'agissent pas du point de vue extérieur. Parce que je pense que même si on prend simplement en pensée, une pensée pour moi c'est une action. Voilà, j'ai terminé mon plateau. Moi d'être trop long. Non, je te remercie. Tout ça est très, très bien observé. Je retiens juste deux choses dont il faudrait qu'on reparle, mais pas là tout de suite. Une chose, c'est le fait que tu dises on sait par nature le bien et le mal. Ça, je pense qu'il faut vraiment, vraiment rediscuter ça. C'est vraiment, vraiment pas évident. Mais bon, on en rediscutera certainement. Et l'autre chose, c'est est-ce que la manière de Kant d'avoir un jugement correct est chercher un dénominateur commun. C'est pas du tout ça qu'il a voulu dire avec la mentalité élargie ou la multiplication des points de vue. C'est pas du tout un dénominateur commun. C'est qu'au contraire, il accumule, il fait plutôt une somme de tous les points de vue possibles. Et il se demande si dans chaque cas, il pourra juger de la même chose. Et c'est seulement quand dans chaque cas, il pourra juger de la même chose qu'alors, il y a un accord entre tous les différents jugements. Donc c'est toujours, ça marche avec un objet esthétique. Hein. Donc si devant un paysage ou un tableau, on peut se dire, voilà, si j'étais un paysan, tiens, est-ce que je trouverais ça beau? Si j'étais un prince, est-ce que je trouverais ça beau? Si j'étais en train de mourir de faim, est-ce que je trouverais ça beau? Et tu vois, on prend chaque fois des situations multiples et on essaye d'adopter successivement toutes les situations qui pourraient nous faire changer d'avis sur ce tableau. Et si, dans tous les cas, on dit non, je le trouverais beau, alors c'est qu'il est vraiment beau. Donc tu vois, donc c'est pas du tout un dénominateur commun. C'est pas un affadissement, une moyenne, c'est pas du tout ça. Voilà. Mais sinon, c'est très bien et il faudra qu'on rediscute de est-ce qu'on connaît le bien et le mal naturellement. Mais cette question, ce n'est pas la situation dans laquelle se trouve un historien ou des historiens face à les mêmes événements historiques qui les définissent, qui les approchent de différentes façons. Ah non, pas du tout. Parce que les historiens, ils doivent se baser sur des documents, sur des témoignages, sur des preuves. Ils recherchent des preuves de toutes sortes. Et il y a une vérité à trouver. Il y a une vérité à trouver, c'est-à-dire il y a quelque chose, ça s'est passé d'une façon et pas d'une autre, et donc on essaye de retrouver de quelle façon exactement. Alors bien sûr, il est difficile de se départir de toute interprétation, hein, mais il n'empêche que c'est la visée. Tandis que dans le cas du jugement esthétique, il n'existe pas de vrai. La chose n'est pas en elle-même belle ou pas. Il n'y a que le jugement, elle n'est pas en elle-même belle ou pas. Donc c'est ça qui veut dire par le fait qu'il n'y a pas de concept de beau. Il n'y a pas une définition, une conception exacte du beau, alors qu'en histoire, oui, il y a une conception exacte de ce qui s'est passé. Non, je précise, alors, c'est par rapport justement aux historiens qui traitent des causes de l'événement, qui sont multiples et qui, certains peuvent mettre l'accent sur certaines causes et d'autres sur d'autres causes. Et là, c'est là qu'intervient la question de la contingence aussi, me semble-t-il. De quelle façon? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent qui ne peuvent pas être déterminées par des causes antérieures et qui ont trait à l'événement lui-même et ce qui se passe au moment de l'événement.
Est-ce que l'historienne veut répondre? Excuse-moi, je n'ai pas tout à fait compris la question non plus. Dans la Révolution française, il y avait certains événements qui se passaient au moment même de la Révolution qui ont été décisifs pour la lecture qu'on fait de la Révolution après. Et ce n'était pas inscrit, par exemple, dans les causes antérieures, où on disait, bon, il y avait une famine, il y avait l'État qui était crevé de dettes, il y avait tel ou tel personnage il y a les choix du roi sur telle ou telle politique, etc., qui ont joué, etc. Sans parler des causes, genre people, etc., avec le rôle de tel ou tel courtisan ou de la reine, etc. Mais au moment de la Révolution, il s'est passé quand même un certain nombre d'événements, il en a même passé beaucoup, qui ont fait que les choses auraient pu être différentes. Et là, c'est là qu'intervient la contingence. Ok, là on a bien compris. Là, on a bien compris. Effectivement, ce qui peut différencier un historien d'un autre, c'est l'accent qu'il va mettre sur telle ou telle cause qui a déclenché un événement, tout en sachant qu'on ne peut pas connaître l'ensemble de tous les éléments qui ont été déterminants, à savoir qu'ils sont quasiment infinis, quoi. Donc, effectivement, l'un va pouvoir peut-être insister plus ou privilégier plus l'un que l'autre, ça c'est vrai. Et sur la question de la contingence, on en revient toujours à l'aporie, quoi, au phénomène, enfin à l'impossibilité de trancher définitivement, quant à savoir si un entendement infini, entre guillemets, la supposition d'un entendement infini, pourrait connaître l'ensemble de ces événements et donc dire exactement de quel poids a pesé chacun d'entre eux dans l'événement, ou bien si même un entendement infini ne le pourrait pas, parce que l'événement n'a pas été causé de manière totalement déterministe. Donc justement, on ne peut pas reconstituer que des enchaînements causaux pour l'expliquer. Et là, ça peut être pour différentes raisons, notamment, mais principalement même, le fait que les comportements humains sont imprévisibles et que donc, à partir du moment où ce sont des événements où interviennent des humains, c'est pas la même chose qu'une éruption volcanique. Là, tu pourrais dire, on peut connaître l'ensemble des événements, l'ensemble des données qui ont fait que l'éruption a eu lieu à tel moment, etc. Mais non, une révolution, non, parce que justement, il faut tenir compte du fait qu'à un certain moment, les gens ont eu la volonté d'agir. Et ça, c'est pas déterminable entièrement, quoi. Je crois qu'actuellement, par rapport à ce que tu dis sur les courants, etc., on insiste beaucoup sur justement ce moment où il y a une volonté. C'est-à-dire qu'il y a, pour justement lutter contre le déterminisme, on essaye d'accumuler tous les éléments qui nous permettraient de dire quelles sont les causes de la révolution. Et maintenant, les historiens insistent beaucoup sur le moment de la rupture. Il y a quelque chose qui se passe, qui serait du domaine de l'imprévisible, de la contingence, ou qui est du domaine de la volonté. Ils insistent énormément là-dessus pour dire que finalement, l'histoire aurait pu s'écrire autrement. Et le fait que l'histoire puisse s'écrire autrement rétablit la liberté d'action actuellement. Je ne sais pas si il n'y a pas... Voilà, on garde notre liberté. On aurait pu faire autrement. Il y a des choses qui ont été décidées, des hommes ont décidé d'agir, mais ce n'était pas forcément inscrit dans une causalité. Donc, tu peux reprendre ta liberté dans ces cas-là, tu vois. Je sais pas si j'arrive. Oui, parce qu'on se délivre de l'idée de loi de l'histoire. Voilà, il n'y a pas de loi de l'histoire au sens où nécessairement tel événement ou telle situation en entraîne tel autre. Et donc, ça veut dire que nous aussi, on crée librement l'histoire qui va suivre. Oui, mais il y a des faits de l'histoire. Bien sûr, parce bien sûr. Si on oublie les faits, on a voulu que Forisson fasse du négationnisme. Absolument, il y a des faits, il faut absolument... C'est pour ça, pour répondre, tu l'as bien dit au départ, c'est que le jugement, quand même, il se base sur des faits. Absolument. Avant de se penser sur une réflexion intellectuelle, il doit se baser sur des faits, parce que sinon, oui. c'est perdu. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai insisté, moi aussi, sur ce à quoi elle tient beaucoup, à juste titre, je pense, quoi, sur ne pas faire disparaître la vérité de fait par rapport à ce qui serait juste de l'interprétation. Bon, si on a épuisé provisoirement les questions. À la prochaine.